Nous insistons, la psychanalyse encore. On doit dire que quand nous avons choisi ce titre, il y avait une référence, même pas implicite, c'est explicite à Beckett, dire encore, et malgré le monde, et ce qui peut se passer dans le monde, nous insistons. Marc Blanchet est écrivain, dramaturge, critique, photographe, etc. Etc. Il y a vraiment une richesse dans l'exploration artistique de Marc Blanchet dont nous allons entendre parler aujourd'hui. Dominique Marin, lui, est psychanalyste à Narbonne. S'il est ici aujourd'hui, c'est parce qu'il y a beaucoup de textes, d'essais, d'interviews, en particulier une interview de Soulage qui est magnifique. Sa participation à la revue Enjeu qui tourne autour, encore quelques petits tours, de la question de l'art et de l'articulation entre l'art et la psychanalyse. Donc merci à tous les deux pour être là. Et la question qui nous intéresse, qui nous pousse à vouloir en parler encore, entre la psychanalyse et l'art, c'est ce mystère qu'avaient souligné Freud et Lacan, de l'artiste qui devance le psychanalyste. Donc c'est pas du tout, la question de l'articulation de la psychanalyse, de la littérature, de l'art, c'est pas pour psychanalyser la littérature et l'art, au contraire, c'est pour se laisser enseigner par les écrivains, les artistes, et le lieu où ils nous amènent un petit peu au-delà de ce que nous arrivons à faire. Et je vais donner d'abord la parole à Dominique Marin, car il va nous recentrer un petit peu la question, pourquoi on a envie de parler de ça, en ce début d'année, en ce début de séminaire, et il va nous présenter Marc Blanchet, son œuvre polyvalente, multiple, avec plein de sonorités diverses. Voilà. Alors le micro à vous, mon cher. Par derrière peut-être. Voilà. Donc merci Dominique, merci Marc pour cette occasion renouvelée d'un travail difficile. Alors je suis désolé Marc, parce que je ne vais pas te laisser la parole tout de suite. Je ne vais pas te présenter non plus tout de suite, parce que je voulais d'abord m'expliquer sur ce titre. Quel artifice ? Parce que les rapports entre la psychanalyse et la littérature sont très complexes et pleins de pièges. Ça fait 30 ans que j'essaie de m'expliquer cette chose-là, et aujourd'hui ça continue grâce ou à cause de ce que tu fais, Marc. Donc je vais partir de cette notion d'artifice qui est introduite, que j'ai été l'appliquer chez Lacan, bien sûr, puisque nous sommes des talmudistes. Nous lisons Lacan ligne après ligne et nous le commentons sans arrêt. C'est notre maladie, ce sont nos obsessions. Voilà. Et donc, quelques jours avant d'entamer son séminaire sur Joyce, Lacan annonce ceci, je le cite, « J'entends avancer que le symptôme », alors il utilise l'ancienne orthographe du symptôme, symptôme, C-I-N-T-H-O-M-E, symptôme, c'est de souffrir d'avoir une âme dont l'essentiel est d'être symptôme. Et dans cette même allocution, il affirme que Freud a très bien senti, et je cite à nouveau Lacan, que c'était dans l'art, dans l'artifice qu'il devait trouver le support de sa théorie. Et ensuite Lacan poursuit pour expliquer qu'il n'a pas réussi. Et l'échec de Freud, donc, pousse Lacan à explorer cette voie entre symptômes et artifice durant tout le séminaire qu'il va consacrer à l'écrivain James Joyce, afin de répondre à cette question qu'il pose dès le début de son séminaire. En quoi l'art, l'artisanat, peut-il déjouer ce qui s'impose du symptôme ? Donc vous voyez, les thèses posées par Lacan sont massives. D'abord que Freud a cherché un artifice pour fonder sa théorie du côté de l'art, qui n'y est pas arrivé.
Cette notion d'artifice conduit Lacan à aborder deux notions, responsabilité du sujet et le savoir-faire de l'artiste, par ailleurs, dont je vais restituer là quelques éléments en 10 minutes. Le reste fera l'objet d'une publication, puisque j'étais amené à écrire et à développer tout un travail que j'essayais de resserrer au maximum ce matin. Ce sera publié dans le prochain numéro de l'Enjeu lacanien. Alors le prochain, il faudra patienter, c'est au mois de juin, je crois. Alors, quel est l'artifice trouvé par Freud? Eh bien, on le sait, les lecteurs de Lacan le savent bien, c'est dans un récit, le complexe d'Édipe, dans l'art de Sophocle donc, qui pose le père oedipien comme ce qui fait tenir ensemble le langage, l'image du corps et la jouissance, qui les fait tenir de façon borroméenne, c'est-à-dire qui permet de les distinguer et en même temps de les nouer. Le complexe d'Édipe, en effet, ou le père de l'Édipe, fait tenir RSI. Il fait nœud entre le symbolique, le rond du symbolique, tout simplement le fait que dans le langage, je peux me nommer comme homme, femme ou autre, enfant, par exemple. Donc il noue le rond du symbolique au rond de l'imaginaire, dans le fait que je peux me reconnaître comme être sexué dans l'image d'un homme, d'une femme ou d'un enfant. Et il noue encore, avec le troisième rond, le réel, tel que Lacan le définit, qui est le réel de la jouissance, ce que j'éprouve comme jouissance. Et le séminaire sur Joyce, donc, apporte un changement radical dont il est, je trouve, en tout cas pour moi, difficile de tirer toutes les conséquences. À savoir que le symptôme va être redéfini par Lacan comme l'événement de jouissance de corps qui devient l'élément central à partir de quoi le sujet se détermine quant au sexe. Ce n'est plus l'autre, le grand autre, le père oedipien, qui lui assigne telle ou telle place dans son discours comme être sexué, qui compte, mais ça vient directement du symptôme comme événement de corps. Telle est la nouveauté donc apportée par le séminaire Joyce, le symptôme. Résultat, le résultat, on le sait, on le palpe, on l'entend quand on écoute le bruit des phénomènes sociaux. Du nom du père, effectivement, on peut s'en passer. Il n'y aurait pas de débat sur la procréation médicalement assistée sans l'idée qu'effectivement, du nom du père, on peut s'en passer. Sur ce point, Lacan donc convoque l'artiste. Et c'est là qu'il avance qu'on n'est responsable que dans la mesure de son savoir-faire. Voilà l'autre terme que Lacan développe longuement dans son séminaire, le savoir-faire de l'artiste. Qu'est-ce que le savoir-faire, poursuit-il? Disons que c'est l'art, l'artifice, qui donne à l'art dont on est capable, une valeur remarquable, parce qu'il n'y a pas d'autre de l'autre pour opérer le jugement dernier. Du moins, est-ce moi qui l'énonce ainsi? J'ai raccourci la définition de Lacan. Mais ça signifie tout simplement que le savoir-faire de l'artiste se situe dans la même logique que celle du sujet face au réel du sexe. Il n'y a pas de père de la création artistique comme il n'y a pas de père oedipien qui tienne. L'artifice ne relève d'aucun modèle, d'aucune imitation. Il n'y a aucune garantie, pas d'autre de l'autre, pas de jugement dernier. Il s'agit donc d'un artifice non imaginaire, non reconnaissable. Ce qui explique sans doute la fâcheuse tendance de l'amateur d'art ou du critique d'art à vouloir trouver des ressemblances devant une œuvre. C'est ce qu'on fait souvent. Ah, ce livre, il fait penser à tel autre, ce tableau. C'est la maladie de l'amateur d'art et du critique. Et ce n'est pas du tout la voie que suit Marc Blanchet dans ses œuvres critiques, comme par exemple dans Les Amis secrets. Vous avez un exemplaire à la petite librairie portative que nous avons amenée avec ma compagne, la librairie Libellis, avec quelques ouvrages de Marc. Et ce n'est pas du tout la voie que suit Marc dans son ouvrage critique qui s'intitule Les Amis secrets. C'est le premier livre que j'ai lu il y a quelques années. C'est pour ça que je le cite. Ou encore, vous ne trouverez rien de semblable dans les livres consacrés aux peintres Pierre Schira et Gérard Titus Carmel. Deux beaux ouvrages aussi. Difficile en effet de reconnaître de l'inédit, mais là vous l'entendez, il y a un paradoxe. Reconnaître de l'inédit, on ne peut pas le reconnaître.
on peut lui laisser une place, mais c'est compliqué. Si on le reconnaît, c'est qu'on va lui coller une parenté avec une autre œuvre. Et c'est une question cruciale pour la psychanalyse, tout simplement parce que l'inconscient relève de l'écrit. Il se parle parce qu'il se lit dans ce qui se dit. Et souvent dans les équivoques que dévoile l'écriture, le recours à l'écriture. Quand on commet un lapsus, parfois c'est en se disant « mais tiens, ça s'écrit comme ça, ça peut aussi s'écrire comme ça », et donc ça peut signifier tout à fait autre chose. Cependant, cet inconscient ne se lit que dans une certaine limite. Le déroulement d'une cure produit un reste qui ne se traduit pas. La lettre hors sens condensatrice de jouissance logée au cœur du symptôme. Un symptôme, bien sûr, on le sait, même si on n'a pas lu Freud, on le sait parce que c'est passé dans le bagage culturel courant, les cinéastes s'en servent à foison, les romanciers aussi. Un symptôme, ça se défriche, n'est-ce pas? Oui. Ça se défriche, ça se déchiffre. Ouais, ça se défriche aussi, avec le sens, avec l'interprétation. Parce qu'il est structuré comme un langage. Mais ce n'est pas vrai du symptôme résiduel. On ne traduit pas une langue en traduisant lettre après lettre. Ce qui conduit un cartel de la passe, notamment, à nommer un AE, est un reste qui ne se donne pas à lire. Pas à lire. Telle est la place que Lacan accorde aux derniers écrits de Joyce, Finnegan's Wake, par exemple, comme aux siens. Ils ne sont pas à lire, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas à interpréter. L'écrit comme pas à lire, c'est Joyce qui l'introduit, écrit Lacan dans un de ses rares articles, c'est sa postface au séminaire 11. Pour Lacan, en effet, Joyce est un exemple de celui qui est parvenu à faire un usage social, en tant qu'artiste, lu, étudié, on fait des thèses sur lui. Il a réussi à faire un usage social de la jouissance illisible de son symptôme, son goût étrange pour la langue hors langage, comme s'exprime si bien Colette Solaire dans son avant-dernier ouvrage. C'est à lui que fait allusion le passage que j'ai cité sur le savoir-faire. C'est l'art, l'artifice, ce qui donne à l'art une valeur remarquable, parce qu'il n'y a pas d'autre de l'autre. C'est à Joyce qu'il fait référence là, Lacan. L'artifice n'est donc pas seulement l'œuvre produite, elle est ce qui permet de produire une valeur socialement reconnue à partir de ce qui, très paradoxalement, n'est rien de connu, qu'aucun jugement, ne serait-ce le dernier jugement, ne serait fondé sur l'œuvre produite, parce qu'en son fond, elle relève d'une jouissance obscure et impartageable. J'aurais bien poursuivi la citation de Lacan, mais elle est longue. Reportez-vous à la page 64 de son séminaire 23 sur Joyce. Mais je m'arrête à sa conclusion. Et on passe au sérieux ensuite. L'artifice, dit Lacan, est un faire qui nous échappe, c'est-à-dire qui déborde de beaucoup la jouissance que nous pouvons en avoir. Cette jouissance tout à fait mince, c'est ce que nous appelons l'esprit. Ça signifie que l'artifice, comme un fer qui déborde la jouissance que l'on peut en avoir, évoque ce qu'il dit à propos de l'inconscient comme premier artificier, selon l'expression de Colette Solaire, toujours dans son livre Lacan, lecteur de Joyce. L'inconscient est un savoir-faire avec la langue en un mot. Ce qu'on sait faire avec la langue, dit Lacan dans son séminaire encore, dépasse de beaucoup ce dont on peut rendre compte au titre du langage. Et l'artifice dont parle Lacan, donc, est un savoir-faire avec la langue en un mot qui ne se réduit pas à l'œuvre. L'artifice est l'ardire qui fonde l'existence de l'œuvre comme réponse à ce qui n'a pas de répondant dans l'autre. Et par là, ça touche même à l'existence de l'artificeur. En anglais, comme le dit Lacan. Blanchet, les obsessions. Marc Blanchet est justement un de ces artificeurs, comme le dit Lacan en anglais à propos de Joyce. Avant de glisser d'artificeur à artificier. Pour moi, artificier, c'est le gars qui prépare les feux d'artifice du 14 juillet, et l'artificeur en anglais, c'est plutôt l'artisan. Mais en même temps, quand on a
entendu plusieurs fois fréquenter un petit peu Marc, on se dit que c'est plutôt un artificier de la langue. Je dis ça parce que Marc a animé de nombreuses manifestations culturelles. Hier, tu nous disais peut-être 200, 100, 200, tu sais pas. Un nombre incalculable en tout cas. Salon du livre de Paris, des rencontres régulières à la Maison des écrivains. Et dans un entretien de 2008, à propos de son livre que j'ai déjà cité tout à l'heure, Les Amis secrets, il parle à Florence Trocmé de sa pratique avec des écrivains. Et je cite ce passage qui est venu un peu confirmer ce que j'avais pressenti dans ses proses fantasmatiques. Je cite Marc Blanchet. « Lorsque j'animais des rencontres littéraires, les auteurs étaient satisfaits, mais ils ne se rendaient pas compte que j'habitais leur corps, que je m'étais glissé en eux. » Je m'arrête là. Le but étant clairement énoncé. Trouver l'obsession à l'œuvre dans le poème ou le récit, poursuit Marc. Voir comment cela s'est dessiné dans le crâne d'origine. Voilà ce qui nous rapproche. C'est un chasseur d'obsession. Il veut savoir comment ça s'est ancré, comment ça s'est cristallisé dans le crâne de l'artiste. Et la voix qu'il ferait dans ses œuvres prend un appui manifeste sur l'imaginaire. L'imaginaire qu'il utilise d'une façon unique. C'est sans doute une des raisons qui fait que s'il écrit dans des genres bien différents, poésie, essai critique, art photographique, dans lequel il poursuit ses obsessions, le roman est totalement absent de son œuvre parce qu'il voisine trop avec la vraisemblance fallacieuse de la réalité, cette réalité à laquelle il dit ne pas beaucoup croire. Et il a raison. Dans ses écrits, il ne s'agit plus de suivre la structure de fiction de la vérité ou du désir à déchiffrer, comme ça pouvait être le cas dans la tradition inaugurée par Freud. S'il y a quelque chose de pourri dans le royaume de Danemark, du prince Hamlet, le spectateur, pour peu qu'il n'ait pas lu Hamlet, qu'il n'ait jamais vu de représentation d'Hamlet, ne comprend pas pour quelle raison Hamlet, alors qu'on vient lui expliquer que son père a été tué par son oncle, que cet oncle couche avec sa mère puisqu'il l'a épousée, ça lui fait horreur à Hamlet, et alors que le fantôme de son père est venu lui dire « Venge-moi », le spectateur ne comprend pas pourquoi Hamlet hésite, il doute de douter, il n'est pas certain, et toute la pièce on ne la comprend pas jusqu'à ce que Freud... C'est là où je dis qu'il a inauguré une tradition du côté de la psychanalyse qui est intéressante mais périlleuse. Freud, parce que c'était le premier structuraliste, avant la lettre, a considéré que la pièce de Shakespeare avait la même structure qu'Édipe roi de Sophocle, mais qu'elle avait été travaillée par les siècles, par la culture. Et il va reconnaître dans Hamlet, dans l'hésitation d'Hamlet, le fait que Hamlet a du mal à tuer, grille de lecture de Freud. Ce qui fait tenir RSI pour lui, c'est le père oedipien. Hamlet hésite parce qu'il reconnaîtrait dans la figure de son oncle, assassin, qui a épousé sa mère, l'Édipe, son propre Édipe. Lacan a repris ce commentaire dans le 6e séminaire de son enseignement pour aller un petit peu plus loin, mais il ne s'est pas encore détaché de cette lecture. C'est avec Joyce qu'il va vraiment apporter quelque chose de nouveau. Et avec les écrits de Blanchet, donc, comme avec ceux de Joyce, il ne s'agit plus d'interpréter un récit comme une énigme du désir inconscient, mais de tenter de répondre à la question de Lacan au début de son séminaire. En quoi l'artifice peut-il viser expressément ce qui se présente d'abord comme symptôme ? En quoi l'art, l'artisanat peut-il déjouer, si l'on peut dire, ce qui s'impose du symptôme, à savoir la vérité ? Lacan repère assez tôt, c'est dans le séminaire 16, que la vérité s'incarne dans la chair ou dans les pensées du sujet selon sa structure hystérique ou obsessionnelle. Et plus tardivement, il posera que la cure vise à prendre un peu de distance justement avec ce qui s'impose du symptôme irréductible, puisqu'il s'agit, et je cite Lacan, de savoir faire avec lui, savoir le débrouiller, dit Lacan, savoir le manipuler. Savoir, ça a quelque chose qui correspond avec ce que l'homme fait avec son image. Fin de citation.
donc ça ne va pas sans le savoir-faire de l'artiste, et l'artifice même si l'analyste poursuit une autre visée que l'artiste. Le séminaire Le Symptôme développe cette thèse de façon explicite concernant Joyce, je l'ai dit. Son hardir lui a permis de déjouer ce qui s'imposait à lui comme parasite parolier. J'ai repris cette expression dans le dernier livre de Michel Bousséroux. Les paroles imposées que subissait Joyce et que son hardir lui a permis de déjouer justement après la mort de son père. Vous trouvez ça dans le dernier livre de Michel Bousséroux qui s'intitule « Tu es cela, symptômes, poèmes et identité ». Pour l'article que je suis en train d'écrire, j'ai donc parcouru les œuvres de Marc Blanchet et en particulier ses proses fantasmatiques, convaincu que l'on peut mettre à profit une série Joyce, Beckett et Blanchet. Un mot, je vais juste dire un petit mot sur ces proses. J'ai bientôt fini, Marc, je te promets. Au travers de l'obsession de la mort, le lecteur assiste à la mise en scène répétée de l'échec de l'écriture narrative classique. Voilà un peu ma thèse. Ni entente parfaite avec ses pensées, qui est là un jeu, me semble-t-il, de la première prose, qu'il appelle la première prose. C'est l'éducation des monstres. J'ai apporté un exemplaire que vous avez en vente. Car l'imagination engendre des monstres. Ni entente parfaite avec son corps, qui est un des enjeux de la deuxième prose. Méditation, je me suis trompé de livre, méditation et autres brièvetés. Car la pensée, le pouvoir du langage, ne peut pas entièrement dominer le corps. Pour avoir un corps avec lequel s'entendre un peu. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend, ça, dans la clinique. Un sujet qui ne s'entend pas avec ses pensées, qui ne s'entend pas avec son corps. Il y a des pensées qu'on ne voudrait pas avoir, il y a des symptômes qu'on voudrait pouvoir, corporels dont on voudrait pouvoir se débarrasser. Et pour avoir un corps avec lequel s'entendre malgré tout un peu, il faut un artifice qui, dans ses œuvres, n'est ni affaire de nomination, ni histoire romanesque, je parle dans ses œuvres, celle de Marc Blanchet, mais affaire d'âme, enjeu de la troisième et dernière prose fantasmatique à ce jour, valse et enterrement. Je cite un bref passage de cet ouvrage à propos de l'auteur-narrateur, puisque c'est un ouvrage qui est composé de 12 chapitres, qui portent chacun le prénom d'une femme qui est une danseuse, valse et enterrement, et comme il y a enterrement dans le titre, elle meurt. 12 nouvelles, 12 danseuses qui meurent. Et à propos d'un de ces passages, on peut lire ceci. Bientôt, nous ne distinguerons plus ce qui nous a unis. Rien de plus vrai que notre disparition, de plus authentiquement vrai que notre impossible narration. Qui chercherait un corps ici ne trouverait qu'une âme. Aussi parfaite donc que soit l'union des corps enfin livrés à eux-mêmes, dans la danse, la valse, seuls l'un à l'autre, la narration en demeure impossible. L'union ne parvient pas à s'écrire, l'obsession retrouvée de la mort y objecte. Il n'y a pas de rapport sexuel qui puisse s'écrire. Oui, mais pas seulement. Il n'y a pas que ça qu'on trouve dans son œuvre. L'écriture, ce petit aperçu donne peut-être l'idée que quels que soient les prétextes élus par l'auteur, l'écriture demeure une exploration prenant des formes littéraires inédites, tout autant qu'un questionnement renouvelé sur son procédé, sur le procédé de l'écriture. Dans son livre, qui fait que Marc est aujourd'hui avec nous, dans son livre sur Souffle de Beckett, Blanchet s'appuie sur le constat très beckettien concernant le caractère mortifère du langage. Apaiser la langue morte des vivants, s'exclame le narrateur de l'innommable, pour en appeler au silence. Et on sait, les lecteurs de Beckett savent combien les silences sont essentiels dans ses œuvres romanesques et théâtrales. L'écrivain Blanchet, lui, est un artificier qui prête une âme à des corps pour les animer d'un souffle, un souffle vivant passant au travers de ce que pour l'occasion je nommerai le miroir froid et glacé du langage. Ce souffle dont finalement on ne peut rien dire,
image le corps affecté par les effets insondables de la langue, en un mot, au-delà des élucubrations sur le langage. La voix proprement blanchetienne est celle d'un maniement singulier de l'imaginaire, jusque et y compris dans ses photographies, puisque c'est une occupation qu'il occupe de plus en plus. Photographie qu'il développe, dit-il dans un entretien que je n'ai pas réussi à retrouver, mais je l'ai entendu, qu'il développe comme on développe ses pensées, ses idées. Souffle de Beckett n'est pas un essai classique. Cet ouvrage ne livre pas une interprétation de la pièce de Beckett, pas seulement, mais parle du lien de son auteur à une écriture qui ne s'interprète pas. Marc Blanchet tente plutôt de jeter un peu de lumière sur l'artifice en jeu qui relève d'un dire, d'un art-dire, et mon hypothèse est que son art-dire vise à briser le miroir du langage. Et en dépit du miroir qu'on ne peut pas éliminer de l'imaginaire, qu'il cherche à atteindre un réel qui se fait jour dans le langage. Et je dois dire que quand j'ai lu ce petit livre sur Souffle de Beckett, dont nous allons parler maintenant, la première lecture que j'ai pu en faire, j'ai été saisi parce que j'ai trouvé qu'il était extrêmement éblouissant sur l'éclairage qu'il peut donner de toute l'œuvre de Beckett. Pas simplement de Souffle, mais de toute l'œuvre de Beckett. Ensuite, je me suis mis à lire, à écouter, à fouiller Internet, à trouver des entretiens, à lire la poésie, à lire les essais critiques que j'ai pu trouver, à lire ses proses. Et j'ai relu, après toutes ces lectures, j'ai relu Souffle de Beckett. Et là, je me suis aperçu que ce livre apportait un éclairage éblouissant sur l'œuvre de Marc Blanchet. Il y a les deux. Et c'est assez troublant, vraiment troublant. Si vous en faites l'expérience, vous verrez que à quel point ça parle des deux. Et effectivement, Marc dit bien qu'il s'agit d'un auteur qui se penche sur un autre auteur. Donc c'est un travail sur Beckett, mais également sur l'écriture. J'ai dépassé les 20 minutes. Désolé. Oui, avant de passer enfin la parole à Marc Blanchet, je voulais simplement recueillir dans ce que tu as dit quelque chose qui élucide notre question, psychanalyse et art. Hein, et cette fameuse question, cette fameuse provocation de Lacan, comme si l'artiste, Joyce en particulier à ce moment-là, dans cette citation, permet d'accéder au mieux de ce qu'on pourrait atteindre à la fin d'une analyse. Donc cette espèce de magie de l'art et de l'écrit qui nous permet d'accéder au mieux de ce qu'on pourrait atteindre à la fin d'une analyse. Et la phrase que je vais citer maintenant de Dominique, qui nous permet de comprendre ce mystère, il dit « L'artifice, c'est ce qui permet de produire une valeur socialement reconnue à partir de ce qui paradoxalement n'est rien de connu. » Donc c'est ce qu'on peut espérer de mieux à la fin d'une analyse, que ce qui est absolument inconnu et qui plombe chaque être humain à sa manière symptomatique, puisse à la fin d'une analyse être utilisé et être utilisé dans le lien avec l'autre. Donc c'est ce que je voulais recueillir, et peut-être que cela a à voir avec le souffle dont Marc Blanchet va nous parler, entre autres, pour nous faire partager sa rencontre avec Beckett. Le souffle de votre œuvre et la rencontre avec Beckett. Ouais. Eh bien, merci à toutes et à tous de cet accueil aujourd'hui. Je viens d'écouter attentivement, j'ai essayé d'être très concentré, surtout sur ce langage lacanien qui diffère singulièrement du mien et qui a des concentrations tout autres. Donc je le fais aussi décanter au moment même où je vous parle. Alors la rencontre avec Beckett, elle se fait dans le temps, elle se fait déjà parce qu'il y a une immersion dans l'enfance, dans le fait, moi je suis né à Bourges, j'allais à la maison de la culture de Bourges,
Donc Beckett signifiait quelque chose, mais vous savez, comme grand enfant, je plaisantais avec mes parents sur Bergman sans avoir vu un film de Bergman. Donc simplement dire, c'était comme une sorte d'empreinte, mais dont on ne pourrait pas déceler vraiment les contours, qui s'inscrit comme ça dans le quotidien, dans l'esprit évidemment. Et puis ensuite, je me souviens précisément de certaines choses sur Beckett, et je pense qu'elles sont importantes dans la manière dont je suis allé vers lui. D'abord parce que j'ai eu un professeur de français qui nous a fait étudier un passage de Beckett qui était Molloy, que je l'ai eu au bac, que j'ai eu une bonne note, et surtout ce que j'ai aimé, c'est que le professeur qui m'interrogeait à un moment donné a arrêté de me questionner sur Beckett pour regarder dans les yeux et dire qu'est-ce que vous avez lu cette année. Et alors je lui ai dit, moi je découvre en fait la littérature, j'étais dans un milieu où la culture était présente, mais je n'avais pas un rapport, je dirais, fort à la littérature et surtout pas avec la poésie, puisque les 4 ouvrages de poésie Gallimard qu'il y avait dans ma famille étaient entre 2 obus de la Première Guerre mondiale, et ça m'a jamais donné envie d'y toucher. Et ce qui se passe, c'est que, voilà, alors j'ai dû lui répondre très brièvement ce que je commençais à découvrir. J'avais dû découvrir Un amour de Swann, que j'ai trouvé totalement insupportable d'instaurer ce type de relation avec une femme, et de percevoir une femme de cette manière. Ensuite, j'avais lu, je ne sais plus, j'ai souvenir vague, j'ai sûrement lu un Robe Grillé, Les Gommes. Et puis j'avais lu Le Mont Analogue de René Daumal, et ça c'était autrement plus essentiel pour moi. C'est-à-dire qu'il puisse exister un endroit sur Terre qui relie la Terre au ciel, et que l'expérience même de cette ascension soit une expérience de transformation de soi, me semblait inscrire quelque chose que moi-même j'allais m'engager à travers la poésie, qui était une poésie, pour reprendre un terme de Roger Parizeau quand on a fait une anthologie, une poésie hallucinée, et il y avait quelque chose en effet de cet ordre dans ce que j'allais écrire. Beckett ensuite m'a été fatal, puisque je travaillais ensuite curieusement à la Maison de la Culture de Bourges comme gardien, donc j'en avais les clés, je fermais dans le silence et l'obscurité la maison, et un jour la chargée de communication nous a dit, moi j'étais à l'accueil, je devais surveiller juste les gens qui allaient jusqu'à la fin. Je raconte des choses un peu biographiques, mais pour donner un peu la matière de ça, je peux glisser sur des choses évidemment beaucoup plus précises, mais en tout cas, je surveillais la cafétéria, elle m'amène des papiers en disant il faut plier tout ça. Le metteur en scène, étant un brechtien qui mettait en scène Beckett, dit aide-nous, et j'étais pas censé faire ça, et je le regardais comme moi, je dis je refuse de soutenir l'art dégénéré. Et ma provocation était tout à fait signifiante de ce que je suis, c'est-à-dire que ce que je voulais dire par là, c'est que je voyais à quel point, d'un point de vue sage et un peu institutionnel, on s'en était faire quelque chose de Beckett, et aussi parce que j'avais du mal avec Beckett, très clairement. J'étais dans quelque chose dans lequel la plupart des gens sont inscrits, d'où ma méfiance vis-à-vis du roman, c'est-à-dire le discernement, l'explication, la clarté, la compréhension, et donc finalement l'admission qu'il y ait une réalité existante souvent, ce que je crois absolument pas possible. Et bien plus tardivement, je ne sais même pas si tu le sais, ça Dominique, mais j'ai repris mes études à 40 ans, puisque j'avais fait 3 premières années de lettres, et j'étais absolument occupé par l'écriture, c'est-à-dire le défrichement. Merci. De ce qu'il y avait en moi d'obsession, parce que je ne vais pas les déchiffrer, ce serait qu'on ait un sens, on ait une grille de lecture précise. Or, dans l'écriture qui naît quand on a 19-20 ans, il y a quelque chose d'intuitif, il y a quelque chose d'extrêmement confus. Et du moins, j'étais là-dedans, puisqu'il y a des gens aussi pour lesquels, paradoxalement, c'est très clair à 19-20 ans. Moi, c'était totalement impossible, et je ne raisonnerais pas en termes de posture ou quoi que ce soit, c'est que c'était comme ça, c'était quelque chose qui me tombait dessus, l'écriture, et donc la lecture, la littérature, la capacité à comprendre des œuvres, les apprécier, et en même temps à se satisfaire de l'inexplicable. Et puis, tardivement, j'ai repris mes études et j'ai choisi ce sujet-là, et en fait, très rapidement, la professeure a vu que j'étais à nouveau un pseudo-étudiant, puisque j'en ai fait une affaire personnelle. Et j'avais le souvenir de Jean-Yves Masson qui m'avait dit que quand il traduisait Hofmannsthal avait un tel désir d'être traduit en français qu'à chaque fois qu'il cherchait un mot pour la traduction, il ouvrait au hasard quasiment une page et il trouverait le mot qui allait l'aider à mieux traduire Hofmannsthal. Et je me suis dit que peut-être Beckett m'aiderait. Et il ne s'est absolument rien passé, Beckett ne m'a absolument pas aidé. Et donc je me suis dit, si on est face à une œuvre, comment on creuse là-dedans? Et il y avait tout ce panel de l'œuvre de Beckett sur lequel j'étais un peu au seuil de tout ça. Il y avait des thématiques, il y avait des grands ouvrages, et puis d'un seul coup, je me suis dit, non, en fait, ce que j'aime bien, et ça, le fait d'avoir écrit Les Amis Secrets, le fait d'avoir fait de la chronique littéraire m'avait aidé, c'est de me dire, mais d'ailleurs c'est comme dans les contes de fées, avec un petit bout d'or, on peut remonter le filon, on peut aller jusqu'au très riche.
Et donc, je suis tombé sur ce qu'il y avait de plus bref de Beckett, c'est-à-dire une pièce de théâtre qui dure 35 secondes, qui fait, on va dire, une demi-page, et dont la seconde partie qui permet de compléter la page, et sont les didascalies, du moins des indications de mise en scène. Et cette pièce me plaisait beaucoup, Souffle donc. Je me suis dit, je pense qu'à travers cette chose extrêmement concentrée que Beckett, une fois de plus, nargue, c'est-à-dire interlude, foirade, enfin on voit bien que d'un ouvrage abandonné, les titres eux-mêmes disent la forme de ce qui n'a pas été abouti, et tant même cette forme de cet inaboutissement. Et donc je me suis dit, Souffle de Beckett sera le titre. Et plus je remonte, plus je m'aperçois en effet que, je vais le dire ainsi, cette œuvre, elle a du souffle, c'est-à-dire qu'elle a une capacité aussi à se déployer. Sa respiration qui est au centre de la pièce, et aussi la respiration qui est inscrite dans l'ensemble des ouvrages. Donc voilà, j'ai commencé à travailler de manière sage et concentrée, en me disant, déjà tu relèves tous les passages où le mot souffle apparaît, et tout ce que ça peut aussi rejoindre, puisque cette pièce propose tout de même à entendre et ressentir du souffle et de la vie, tout en voyant, de manière éclairée de plus en plus importante, puis diminuée, un parterre d'ordures. Donc ces ordures sont sans relief, elles sont un peu disséminées, elles ne sont pas déchiffrables, mais elles constituent la pièce. Alors, Dominique m'a dit en effet si il pouvait être intéressant. On va lui laisser 34 secondes pour la lire. Voilà, pour dire ça. Donc, 1, noir. 2, faible éclairage sur un espace jonché de vagues détritus. Tenir 5 secondes. 3, cri faible et bref et aussitôt bruit d'inspiration avec lente montée de l'éclairage atteignant ensemble leur maximum au bout de 10 secondes. Silence, tenir 5 secondes. 4, bruit d'expiration avec lente chute de l'éclairage atteignant ensemble leur minimum au bout de 10 secondes et aussitôt cri comme avant. Silence, tenir 5 secondes. 5, noir. Donc c'est là-dessus que j'ai commencé à travailler, et puis je me suis dit, bon, il y a quelque chose qui fait qu'on est face à une matière, et cette matière, elle a pu exister de manière vivante par le souffle, par cette manière de chronométrer la chose, et évidemment, a priori, elle exclut l'être humain en tant que corps visible, mais pas évidemment à travers le souffle et puis le vagissement, voilà, quoi. Il y a quelque chose évidemment qui est de l'ordre de l'humain. Donc elle donne à voir et elle ne donne pas à voir, elle fonctionne aussi un peu comme une anamorphose. Et je me suis dit, voilà, je suis rentré dans cette écriture, il m'arrivait parfois de raconter la pièce aussi aux gens autour de moi. J'ai un souvenir très précis de l'avoir raconté dans une soirée à quelqu'un. Et là, je me suis dit, c'est assez magnifique, je l'ai vu plonger dans un abîme d'angoisse, quoi. Enfin, voilà. Il va plus parler de la soirée. Je me suis dit, je tiens quelque chose. Donc, ensuite, il y a quelque chose aussi que je voulais faire. C'était, bon, évidemment, j'ai lu des essais sur Beckett, mais je voulais pas être non plus bon élève, c'est-à-dire faire que l'essai, ça c'est une chose qui me poursuit, ça me poursuit du côté des peintres, soit une manière aimable de se référencer et donc de valider le propos en cours. Ça, c'est vraiment un des grands pièges aujourd'hui, mon avis, de la critique d'art et la critique littéraire, c'est-à-dire montrer que l'on connaît, et non pas, voilà. Alors qu'il s'agit justement alors quand c'est avec des auteurs, j'animais des rencontres, en effet, de glisser dans un corps. C'est-à-dire que je veux être capable de savoir quasiment qu'il est évident que cette personne, le matin, prend telle chose au petit déjeuner, que ses gestes sont ainsi, qu'il a une manière de tenir ça comme ça, et que tout ça détermine ensuite peut-être même des obsessions, mais même un champ lexical, j'en sais rien, et que voilà, de sentir son corps frémir. Et c'est une chose évidemment que je trouve de manière totalement accomplie en allant voir évidemment des spectacles de danse. Donc voilà, voilà un peu comment le Beckett, j'ai un peu, voilà, il faut toujours déplier les choses. Comment Beckett je l'ai un peu approché. Et je me suis dit, il n'y a pas de personnage, mais évidemment, il y en a en même temps. En tout cas, il n'y a pas le désir d'un personnage, il n'y a pas le désir de montrer de l'humain. Quand Beckett a écrit cette pièce, il l'a envoyée pour un festival érotique qui s'appelait Au Calcutta, qui était monté par un metteur en scène, qui a dit, très bien,
tout est anonyme. Il a tout de même trouvé le moyen de dire attention, on a tout de même une pièce de Beckett qui dure 35 secondes. Puis il a dit je vais juste rajouter quelque chose par rapport à la pièce de Beckett, puisque c'est un festival érotique. Alors, tout de même, la réponse de Beckett est assez signifiante, tout de même, un festival érotique, de répondre par cette pièce. Il a rajouté des corps nus sur la scène. Donc évidemment, jonché de vagues détritus, comme dit la scène, avec des corps nus en plus, a amené une des grandes colères de Beckett dans son existence. Parce que c'est essentiel de comprendre pourquoi Beckett a voulu contrôler la manière dont les choses étaient filmées ou les choses mises en scène. C'est une œuvre crânienne, Beckett. Donc évidemment, ça se pose toujours la question de l'interprétation, de la représentation. Beckett, de son vivant, voulait aussi pouvoir donner à voir comment les choses étaient inscrites dans son esprit, sachant que ces choses inscrites dans son esprit sont aussi conditionnées sur la manière dont existe à ce moment-là le théâtre, dont existe la télévision, dont existent les possibilités d'une prise de vue à la télévision, donc comment fonctionne la radio, etc. Donc il faut aussi pouvoir un peu les dater, les contextualiser. Mais voilà, cette sorte de... En fait, je pense que le théâtre de Beckett est aussi une ombre portée de son corps. Je peux... Oui, je rebondis. On va être embêté avec ce micro. Je rebondis là-dessus. Parce qu'effectivement, tu soulignes aussi une autre dimension très 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 importante dans l'œuvre de Beckett, qui est extrêmement attachée à des mises en scène millimétrées. Tu es d'accord pour parler avec beaucoup d'autres du fait que ce sont des partitions qui doivent être interprétées à la seconde près, comme il entend, avec un décor, les couleurs, les nuances, les silences imposés. Et pour soutenir cette thèse-là de Beckett, tu dis qu'effectivement, ce que veut éviter Beckett, ce que veut empêcher Beckett, c'est que le metteur en scène injecte du fantasme. C'est ça, hein? Injecte une interprétation, quelque chose qui ne soit plus l'œuvre qu'a contrôlé Beckett. Et c'est là que je trouve qu'on a cette idée d'un hardir chez Beckett qui dépasse l'œuvre écrite, à savoir qu'il a accompagné ses œuvres, qu'il a soutenues par des paroles qui peuvent s'apparenter beaucoup à des paroles, à un discours sans parole, hein, puisque il n'a jamais voulu s'expliquer sur ses œuvres. En attendant Godot, c'est légende aujourd'hui qu'il n'a jamais voulu abonder dans les interprétations ou lire des thèses sur ses ouvrages. Pour lui, tout est dans l'œuvre et elle doit être jouée exactement comme il entend. Son hardir, contrairement à Joyce qui a voulu devenir un objet d'étude, une énigme pour les universitaires, Beckett, lui, au contraire, c'est un hardir minimaliste qui lui ressemble parfaitement. Et ce que je veux dire à ton sujet, Marc, c'est que toi, tu laisses non seulement, je sais pas ce que tu as écrit comme pièce parce que je les ai pas trouvées, tes pièces de théâtre. Elles ne sont pas éditées. Elles sont pas éditées, d'accord, aucune. D'accord, pour l'instant. Mais j'ai le sentiment que toi, dans ton écriture, c'est une voie très différente que tu suis, à savoir que l'imaginaire, tu ouvres la porte grande pour qu'on puisse interpréter dans tous les sens, alors que ça n'est pas de l'interprétation non plus. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Parce que ton œuvre est abondante d'images, tu donnes forme à quelque chose qui n'a pas de forme. C'est ça que j'ai trouvé passionnant dans ton écriture. Parce que tu parles de prose fantasmatique, il y a fantasme dedans. Oui, c'est risqué de dire ce mot fantasme dans ce cadre ici, dans le sens où justement vous êtes en train peut-être de l'interpréter. Mais ce qui se passe, c'est moi où j'apprécie Beckett et donc de fait peut-être aussi où je peux m'y reconnaître, c'est en effet dans cette formation crânienne de son écriture et donc moins évidemment peut-être de cette vigilance qu'il a faite et qui est encore contrôlée énormément par l'héritage beckettien du côté des éditions de Minuit, de comment on doit jouer Beckett. Aujourd'hui, il règne sur les plateaux de France et d'ailleurs un rapport à l'écriture de plateau, un rapport à l'acceptation et même à la revendication de l'incident, de la déroute, qui fait que, évidemment, le rapport au langage, c'est compliqué, puisqu'on est tenu par une pièce écrite et que dans une écriture de plateau, on peut se permettre finalement deux choses. D'abord, d'être beaucoup plus dans quelque chose d'accidentel, et puis aussi de jouer même d'un point de vue verbal avec ce qui se passe d'accidentel sur le plateau. Beckett, c'est une sorte
de choses extrêmement millimétrées, parce qu'il a un rapport évident à la musique. On sait qu'il a écrit des pièces comme Que nuages, qui sont des choses où il y a une pièce liée aussi avec un trio de Schubert, où toutes les choses sont millimétrées, sans compter évidemment les choses qu'il a vraiment écrites pour le théâtre, mais je ne serais pas loin de penser aussi que ce qu'il a écrit en prose, puisqu'à un moment donné on ne peut plus parler vraiment on parle de texte, on ne peut plus parler vraiment de romans, sont des choses qui, à dire ou à entendre, méritent une sorte de petite mécanique interne. Il y a quelque chose aussi du théâtre de marionnette, tout de même, en permanence dans cette œuvre-là. Et donc ça, c'est tout de même quelque chose qui est assez important. Alors, puisque tu me demandes par rapport à ce que je fais, par contre, je pense que déjà, ça peut être plus historique d'une certaine manière. Dire les choses aujourd'hui, parfois, sont comme ça, de ne pas s'abstraire non plus d'une époque, puisque je pense aussi que ce qu'on écrit invite à une conscience d'époque. Voilà, moi, c'est beaucoup plus dans la divagation, l'excès, et là, en même temps, le point commun avec Beckett, c'est que Beckett, au moment où il se met à écrire, d'une certaine manière, au moment où Joyce se met à écrire, il sait qu'il va faire science. Il sait qu'il donne un objet d'étude à l'humanité qui est plein de références et qui dit « je vais donner du travail pour 100 ans ou 500 ans, je ne sais plus, aux universitaires ». Donc sa prétention est là, mais ce n'est pas non plus que ça. Mais il montre que le langage qu'il va créer, justement, n'est pas écrire avec sa langue, mais écrire avec des langues, et donc montrer que de toute façon, tout mot a son incidence et peut être relié à telle ou telle chose, à recontextualiser, à deviner. Bref, il crée une œuvre mystère. Et chez Beckett, il y a quelque chose qui opère de l'ordre du dénuement. On peut dire aussi parfois du minimalisme, quoique le terme aussi a ses ambiguïtés. Et en fait, il y a une chose que je repère, par exemple, si on prend un livre comme D'un ouvrage abandonné de Beckett, c'est qu'il y a quelque chose de terrible, et peut-être même torturant, d'une conscience que l'on va écrire. Quand on va écrire, il y a donc une chose qui s'appelle la littérature. Et la littérature est un empêchement. C'est-à-dire que il y a tellement de choses qui ont pu exister en termes de recherche et en termes d'héritage, d'abord d'héritage littéraire, culturel. Ensuite, il ne faut pas perdre de vue tout de même que l'époque de Beckett et d'où il émerge est une époque tout de même qui ressort, qui passe plein qu'on appelle des avant-gardes. Et donc, il arrive riche de cela avec quelqu'un auquel il a été très lié, qui a été une sorte de puits de science et qui a développé de manière massive, énorme et intimidante des œuvres littéraires, et c'est Joyce. Comment exister par rapport à la littérature quand tout fait signe pour inscrire « attention, voici la littérature », comme l'a fait un peu Joyce. Il faut donc, on peut le dire d'une certaine manière, retrouver quelque chose de sincère en soi et descendre en soi. Descendre en soi, c'est toujours un peu curieux, parce que j'ai toujours eu l'image de boyau, moi, quand on descend en soi, alors qu'il faudrait justement peut-être monter légèrement en soi, et on est dans le crâne. Et on est dans le crâne, on commence à écrire, et qu'est-ce qui se passe quand on commence à écrire? Il y a des codes littéraires. Tiens, on dirait une narration un peu de cette manière, tiens, ça semble empreint de poésie, tiens, il y a quelqu'un qui est en train d'écrire. Et ce quelqu'un qui est en train d'écrire, c'est moi. Comment je me débrouille, je me dépatouille avec ça. On est encore là-dedans aujourd'hui, mais dans une sorte d'acceptation totale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une sorte de sagesse de l'écriture, dans ce qui est le plus communément partagé. On, comme vous dites, on, c'est qui on? On, c'est nous. C'est vous? Non, c'est le monde dans lequel on est. Oui. Nouveau livre vient de sortir, c'est l'histoire d'eux, il a voulu parler d'eux. Beckett, c'est peut-être sa langue qui commence à parler. Voilà, il y a sa langue qui commence à parler, il y a cette conscience qu'il y a quelque chose qui est en train de se dire. Et comment on peut faire là-dedans? Progresser. Parce qu'il connaît Dante, il connaît plein d'auteurs, il connaît des auteurs philosophiques. Et donc, il sait, ah d'accord, ok, je suis en train de naviguer de cette manière, c'est en train de flatter un peu la conscience du lecteur, ou du moins sa connaissance. Comment je peux défaire cette chose-là? Et dans cet resserrement dans lequel il est dans l'écriture, il s'aperçoit donc que cette chose qui parle et qui est lui, parle aussi en lui, tourne en lui, et qu'il est donc d'une certaine manière vivant par l'écriture, mais que finalement, il est pris dans une sorte de gang, une sorte de tombeau, comme ça, animé de l'intérieur, dans lequel il est en train de parler. Et c'est extrêmement présent dans plein de choses, et c'est présent aussi dans Souffle. Dans Souffle, il y a quelque chose qui est... voilà, il y a un espace... Il faudrait mettre Souffle, vous savez, comme une sorte
de petits théâtres portatifs où il y aurait juste une personne qui passe la tête, noire. Je rêverais de créer ce dispositif, comme un théâtre de marionnettes, en fait, portatif. Et voilà, il y a des choses qui apparaissent en lui, et il sait qu'il faut il arrive à les défaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit trop vraisemblable, que si quelqu'un a telle allure, d'accord, on a compris qu'il ressemblait tout. Bref, il est hanté par la littérature, et hanté par le désir de pouvoir faire quelque chose, de produire, de fabriquer. Et ça, c'est quelque chose qui, dans la bascule dans laquelle il est, à partir vraiment du passage des grands récits, mais sans cesse, il y a cette conscience de l'écriture, il y a cette conscience de c'est lui qui parle, il y a cette conscience du confort de la littérature. La littérature aurait un confort, il y a des codes, il y a des choses où on met à l'aise le lecteur. Et aujourd'hui, on est généralement à l'aise. La chose avec laquelle on n'est pas à l'aise, ça serait l'abject dont parle la chose très claire, très discernable qui est en train d'être dite. Ça, c'est abject, ça ne met pas à l'aise. Donc, c'est moral. La question pour Beckett, elle n'est vraiment pas de cet ordre-là. D'accord. Merci, parce que je comprends mieux ce que tu veux dire. Et ce qui se passe aussi dans ton travail, puisque si j'ai bien compris, ce que tu nous dis là, c'est que d'après toi, c'est là où on a affaire à un écrivain authentique, dans une recherche authentique. Il cherche à écrire sans les mots de l'autre, on va dire. Quelque chose qui soit vraiment de lui. Qui soit vraiment de lui, qui sorte des codes habituels. Parce qu'on dit souvent de Beckett qu'il a cherché la nouveauté, qu'il voulait vraiment apporter quelque chose qui soit absolument nouveau. Mais c'est pas tellement une nouveauté pour l'autre, c'est quelque chose qui soit authentiquement sien et pas de l'autre. Et je comprends mieux aussi quand tu dis ça, en entendant cette définition, entre guillemets, que tu donnes de l'écriture, où on peut trouver une parenté avec la tienne d'écriture, parce que sinon, dans la forme, il y a aucune parenté avec l'écriture de Beckett chez toi. C'est très différent. Une profusion. Tu dis comme ça dans l'éducation des monstres que l'imagination est en nous cette chute pour laquelle nous écrivons. Effectivement, tu choisis la voie de l'imaginaire. Là où Beckett, on a le sentiment qu'il choisit une voie minimaliste, même si le mot ne convient pas. Donc, il n'y a pas de commune mesure, sauf ce souci-là, que ça soit la tienne, l'écriture. C'est ça l'obsession ? Je ne suis pas sûr. Disons que moi, ma chance aussi, c'est d'arriver non pas après Beckett, mais après les post-Beckettiens. Et c'est même ma chance d'arriver après beaucoup de postes. C'est-à-dire que je plains les compositeurs qui, dans les années 80, devaient arriver après Luigi Nono, Ligeti, plus tardivement Courtag, des gens comme ça. C'est-à-dire que ces gens-là avaient inventé un tel langage et avaient poussé vraiment le curseur tellement loin en termes d'exigence, d'inventivité, que du coup les autres ont été souvent... les années 80, c'est le retour du refoulé, quoi. C'est-à-dire on va retrouver de la narration, on va retrouver de l'histoire, on va retrouver une authenticité de la littérature à travers des évocations de soi, d'un rapport au passé. C'est les élèves de la 5e République, 4e République, c'est Bergogneau, c'est Michon et tout. Il y a vraiment un retour du refoulé. Quand je dis ça, c'est pas spécialement critique, ou péjoratif, ou distant. Et moi, j'ai été aussi un bon élève. J'ai eu vraiment envie d'être de ce monde. J'ai vraiment eu envie de pouvoir dire l'action se passe en 1900 machin, et puis voilà, et puis la marquise prit le thé à 5 heures, comme pour faire allusion à Paul Valéry, et ou la comtesse, je sais plus. Quoi qu'il en soit, j'ai essayé, et en fait, ça je le dis, le redis, mes livres sont plus intelligents que moi, donc l'écriture s'est refusée à ça. C'est-à-dire que j'ai bien senti qu'il n'y avait que de l'échec, c'est-à-dire que je n'arrivais pas à avoir ce souffle-là. Et je le voyais en fait, parce que l'empêchement, c'est pas toujours la littérature, l'empêchement, c'est les autres. C'est-à-dire c'est tous les gens qu'on rencontre dans le milieu littéraire ou pas, les amis et tout, qui sont des principes parfois d'empêchement, voire même de castration, assez éblouissants. Donc à chaque fois, je me disais, qu'est-ce que je suis profondément En fait, non, je ne me suis jamais posé la question d'ailleurs, qu'est-ce que je suis profondément. J'ai fait, voilà, j'ai écrit. J'ai écrit, et puis à un moment donné, je me suis dit, tout de même, je ne suis pas idiot, parce que cette figure de l'idiot en moi m'habite, enfin, très clairement. Comme c'est pour ça que je ressens l'écriture d'un Robert Balzer, des gens comme ça. Donc, essayons d'écrire des petits fragments sur la musique
pourquoi pas sur la littérature, un peu sur la peinture, et puis ça donnait des amis secrets. C'est donc une chose que je me suis donnée. Et c'est une chose d'ailleurs, en passant, le rapport qu'on a à l'écriture, on devrait aussi la considérer comme des choses que l'on se donne. Et puis ensuite, l'éducation des monstres, je me suis dit, manifestement, lâche l'affaire du roman, même si ce que ça raconte, c'est quelqu'un qui aimerait bien arriver ce grand roman, le grand roman de l'entente, le grand roman de la conscience d'une période, d'une époque. Mais justement, la conscience d'époque, elle ne se fait pas spécialement par le grand déroulé narratif, elle peut se faire par des fragments. Et le fragment n'est pas un échec, hein. Le fragment, c'est juste c'est aussi ce que le Witz allemand, hein, c'est-à-dire le trait d'esprit, c'est une prise de conscience de soi aussi, le fragment. Oui. Est-ce que je peux te demander de lire un extrait qui va nous montrer comment tu traites autrement que Beckett justement la question des noms propres. Dans l'innommable, Beckett explore cette veine sans nom propre, point de salut. Mais on sait que c'est l'échec. Et j'aimerais beaucoup que Marc Blanchet vous lise ce passage justement qui justifie son écart par rapport au roman. Là. Là, ah. Je sais pas. Ouais. Tu vois. Là. Ah oui. Ouais. Mais Beckett, il disait ça sur les noms propres. C'est dans l'innommable. Oui, je le comprends. Parce oui, qu'en fait, c'est ça. Je sais que tu le comprends. Un roman, on balise... il ne faudrait pas dire non plus spécialement le roman aujourd'hui, comme si c'était une sorte de chose généraliste. Évidemment, c'est varié, mais on balise de dates, on balise de noms propres. C'est incroyable comme on peut le faire, même peut-être sincèrement pour certains, j'en sais rien, mais comme ça peut, finalement, comme le roman, encore aujourd'hui une grande action de la bourgeoisie, c'est une manière d'intimider, je pense. Il y a vraiment, c'est tout de même curieux que je croise plein de gens qui écrivent du roman, pas toujours, qui viennent d'un milieu bourgeois, qui portent les stigmates de ça. Alors, comment mesure-t-on la modernité? Une réponse, les noms propres. Bien sûr, les noms propres. On écrit de la poésie parce qu'on ne sait rien faire avec les noms propres. Mais allez écrire de la prose, c'est pareil très vite. Maintenant, mettez-y du nom propre, des noms de villes, des noms de pays, bref, des noms géographiques. Placez à côté des noms de personnages historiques comme si vos personnages s'étaient à coquiner avec eux, rien ne sera plus pareil. Ne voyez pas là une preuve de soumission, c'est justement une véritable obéissance à l'art du roman, à l'art du partage même. Il est de bon ton de penser que le lecteur commence là où l'auteur veut bien s'arrêter. Ensuite, vous pouvez parler forêt, vitesse ou cylindre. Vous êtes pleinement parmi les autres parce que régulièrement, comme un bébé qu'on berce, reviennent les bons noms propres. C'est aussi simple qu'un terrain balisé. On y avance plus sûrement. On apprécie. Je me perçois que je suis en train de redire ce que j'avais déjà écrit, que je n'ai pas toujours mémoire, parce que je ne me relis pas incessamment, quoi. Mais oui, il y a ça. Alors, ça pourrait donner une sorte de grand sentiment de tristesse, mais justement, c'est évidemment parfois une chance. C'est-à-dire que il y a une condition tout de même, pour moi, de l'écriture, c'est pas seulement la solitude, parfois, mais c'est même le poids de l'isolement. Et c'est là-dedans. Des fois, c'est pour ça que quand je disais Kertész, je me disais, mais en fait, on a quasiment le même quotidien, alors qu'on est bien loin d'avoir le même quotidien. Mais j'ai toujours eu l'impression, ces 15 dernières années, de vivre dans un pays de l'Est, d'être dans un truc d'incompréhension, dès qu'il y a une interdiction qui soit frappée sur la littérature, et que d'une certaine manière, comme si j'accueillais un peu tous les auteurs en moi, et que je disais, on va pas pouvoir faire de romans, essayons de voir un peu comment déjà on peut communiquer avec l'extérieur à travers des proses, des fragments. Voilà. Et en fait, et ça, c'est comme ça, pour ça que je suis à l'aise pour animer des rencontres avec des auteurs, c'est parce qu'en fait, oui, je crois que je les accueille en moi, en fait. Ah, Dominique. Oui. En fait, j'ai deux questions. Une sur... je vais commencer par la deuxième. L'articulation de votre écriture, la relation de votre écriture avec l'écriture de Beckett, dont Dominique a parlé un petit peu. Moi, j'ai lu Que souffle de Beckett. Et justement, ça m'a frappé. Tout à l'heure, vous parliez de votre écriture comme divagation et excès. Et ce qui m'a frappé, moi, dans votre écriture de Souffle de Beckett, c'est y retrouver pas un commentaire sur Beckett, pas un métalangage sur Beckett, hein, mais comme s'il y avait une conversation, et surtout, y retrouver un rythme, hein, parce que Beckett, il commence très très bavard, hein, dans son œuvre, ces personnages n'en finissent pas de parler pour dire qu'ils n'y arrivent pas, hein,
commence très très bavard, justement pour faire apparaître dans la parole le silence. Et c'est ce qui est extraordinaire avec cette pièce de théâtre de 35 secondes, Souffle, parce qu'en 35 secondes, il fait apparaître la question essentielle de la parole et du silence qui se passe entre le souffle et le cri. Et moi, j'ai retrouvé dans votre manière d'écrire cette divagation, cet excès, mais le silence qui apparaît dans la répétition, des choses qui reviennent, on revient en arrière, il n'y a pas une continuité, il n'y a pas une évolution du texte pour arriver à cerner le projet Beckett ou faire un bon commentaire sur Beckett. Oui, tout à l'heure quand j'ai lu la pièce, à un moment donné, il y a écrit silence. Donc quand je dis silence, ça veut dire qu'il y a point, il y a tenir 5 secondes. Alors c'est tout de même curieux ça, tenir 5 secondes. Qu'est-ce qui tient 5 secondes en fait? On vient de lire une pièce, et pendant 5 secondes, durer 5 secondes, c'est une chose tout à fait énonciative, claire, mais tenir 5 secondes fait appel à quelque chose, un état, un verbe d'état. Il faut tenir, évidemment, il faut tenir. Il faut donc tenir 5 secondes devant cette chose totalement disposée sous nos yeux, qui est ce sol, ce jonché de vagues détritus. Et c'est une chose que je vais voir dans les scènes, c'est-à-dire qu'il y a une langue, même dans la brièveté intense, jonchée de vagues détritus. C'est pas avec des détritus, non, il y a des choix comme ça de langage, il y a des inflexions. Et ça, cette précaution-là avec le langage, fait qu'ensuite un auteur ne peut évidemment convoquer aucun mot, on va dire innocemment, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, s'il le convoque, s'il l'utilise, il sait qu'à chaque fois il détient un objet minime qui va se mettre en relation avec d'autres, qui peut faire sens ou pas, et donc sur lequel il crée un rapport de précaution. Il a une jeunesse, Beckett, et donc il a peut-être aussi un déferlement, qui sont ses grands ouvrages du départ, et puis il y a quelque chose qui se resserre. Et se resserre aussi la difficulté de ne pas refaire la même chose, évidemment, mais aussi de ne pas faire la chose commune, c'est-à-dire la pièce de théâtre. Voilà. J'ai volontairement éloigné des références de ce livre, En attendant Godot, Fin de partie, Oh les beaux jours, fin de partie un peu moins, mais en tout cas, cela. Pourquoi? Parce que tout le temps, les gens ont ça comme référence. Godot, c'est la référence à Godot, pour qu'on parle de Beckett, et les gens, évidemment, ne savent pas commencer, même l'Innommable, même Watt, voilà, tous ces livres-là. Mais ils lisent encore moins, évidemment, les textes très brefs qui ont pu paraître par la suite et qui sont légion. Donc voilà, il y a cette précaution-là, et cette précaution peut créer, non pas dans ce minimalisme-là, mais dans cette précaution-là, des formes en fait de rapport au silence. Et donc, de fait, mon approche aussi n'est pas, elle l'est partiellement, mais pas tout le temps, elle n'est pas chronologique. C'est-à-dire qu'il y a des périodes, toujours chez un auteur, mais il y a aussi des boucles. C'est-à-dire que des choses sont dites à un moment donné, et ensuite, on va les redire, les exploiter. Finalement, il y a aussi, on peut dire comme ça, il y a des obsessions qui reviennent. Forcément, c'est la vie. C'est-à-dire que les choses reviennent sous d'autres formes. C'est bien pour ça que la difficulté d'existence n'est pas d'être à l'équidistance de tout, mais on est au milieu d'une spirale. C'est des choses qui reviennent, alors c'est peut-être l'analyse, reviennent sous des formes différentes, mais plus éloignées, plus difficiles d'appréhension, moins intelligibles, mais parfois évidemment trop bien connues également. Mais en tout cas, elles revêtent un corps nouveau et il va falloir s'en débrouiller avec. C'est pour ça que, pour parler juste d'analyse un instant, je pense que ce qu'on peut apprendre d'une analyse, entre guillemets, je suis très prudent avec vous, mais pas parce que vous m'impressionnez, mais par expérience, c'est qu'on peut aussi apprendre à recadrer les choses. Et je pense que le grand bonheur de l'existence, enfin, une possibilité d'existence, c'est qu'on apprend à recadrer les choses. Les choses reviennent vers d'autres formes, avec des complications, mais on sait les regarder, on sait les recadrer. C'est-à-dire qu'elles ne viennent pas nous renverser, nous envahir, nous affaiblir, nous blesser, nous traumatiser. Donc, à partir de ce moment-là, ce beau panel des souffrances intérieures avec lesquelles je me débrouille, je souhaite donc leur donner des formes. Et en fait, il faut vraiment concevoir la création comme la possibilité de création d'une forme. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est Saint-Augustin qui disait que l'informe, c'est le glissement d'une forme à une autre. Voilà.
Donc, on est à la recherche de création de formes. Et Beckett est dans ce désir-là. L'écriture est là, il ne va pas répéter du roman ou des choses comme ça. Il cherche à créer des formes, même infimes, avec sa pensée, avec ses obsessions, avec, je vais le dire comme ça, avec sa boîte crânienne. Et il y a des choses qui vont être récurrentes, ce sentiment un peu parfois de enfermé vivant, quoi. C'est un peu ça. Pas enterré vivant, mais enfermé vivant. Et à partir de ce moment-là, c'est des choses qui reviennent. Il y a du enfermé vivant, hein, je ne l'ai pas dit comme ça dans l'essai, dans Souffle. C'est enfermé vivant, quoi. C'est-à-dire qu'on est bien tenu d'être là pour le voir, puisqu'il faut tenir 5 secondes à 2 reprises. On voit bien que ce que l'on voit, on le subit également. Et puis donc, si je rattache ça un peu à ce que je peux faire, et c'est déjà plus difficile, c'est qu'en effet, il n'y a pas des parentés flagrantes avec Beckett, mais il y a une œuvre, c'est une œuvre, comme il y a des voix de tête, c'est une œuvre en tête. Enfin, alors moi je n'utiliserai pas le mot œuvre par rapport à ce que je fais, mais c'est un travail qu'il a en tête. Et en tête un peu à l'avant du crâne. C'est-à-dire qu'il demande presque une frontalité. Il faut tout de même aller dans le monde. Et à partir de ce moment-là, j'essaie de trouver des formes. Il y a une profusion, il y a un excès, il y a un sens de la divagation, hein, divagation qui est tout de même un des termes malherméens essentiels. Et j'essaie de trouver une forme. Donc une figure de danseuse qui se répète 12 fois et qui meurt à chaque fois est une forme, puisque d'une certaine manière, elle s'épuise pour mieux renaître, elle embrasse l'ensemble de ses variations. Et ça se conclut sur une valse triste, hein, inspirée par la valse triste de Sibelius. C'est-à-dire qu'en fait, il est possible que les danseuses soient des formes d'appréhension de la réalité. Et qu'une forme, il faut toujours l'habiter pleinement pour l'épuiser. Les gens sont malheureux quand ils traînent une forme. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas épuisé complètement la forme. La vie est un jeu de forme, c'est-à-dire qu'il faut pour nous aller de métamorphose en métamorphose. On bloque là où la métamorphose n'est pas possible. C'est-à-dire d'épuiser la forme, de l'habiter pleinement d'abord, l'épuiser, c'est ce qui est vraiment hyper présent dans les contes des frères Grimm, d'habiter pleinement une forme pour l'épuiser et aller vers autre chose. Le travail artistique, puisqu'on parlait un peu de ce rapport à l'artifice, c'est de pouvoir, dans cette idée de fabrication, saisir, inventer l'objet. Mais l'objet demande aussi demande d'être inventé. Hein. C'est pas une sorte de regard extérieur. Il veut pleinement vivre sa forme pour ensuite s'épuiser. Ça peut être un livre, mais ça peut être aussi un simple fragment en soi. Il a épousé l'ensemble de ses contours, mais pas l'ensemble de ses possibilités. Et donc forcément, il se livre tel quel, avec toutes ses facettes, sous son plus beau jour, d'une certaine manière, pour être lisible de tous côtés. Si on considère un peu l'écriture de cette manière-là, on est mal barré pour écrire du roman, mais on n'est pas mal barré non plus. On peut aussi écrire des choses. On peut donner des perspectives folles de personnages, de situations, de scènes, si on considère évidemment que le roman, c'est cela. C'est peut-être pas non plus que cela. Je devais même peut-être le raconter, je pense, dans Méditation et haute brièveté, quand... on peut dire dans le roman, un peu chaque personnage a voix au chapitre, quoi, quelque chose de cet ordre. Quoi. Là aussi, chacun arrive à se déployer parfaitement en tant que personnage, en tant que situation, en tant que perspective. Moi, mes perspectives, elles sont réduites par rapport à l'idée de narration, de grand souffle, pas de souffle, et en même temps, j'espère que ça scintille suffisamment. Ah, je trouve vraiment très 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 éclairant ce que tu amènes là, parce qu'effectivement, je disais tout à l'heure, d'une façon un peu intuitive, hein, à te lire abondamment, qu'effectivement c'est la voie de l'imaginaire que tu explores. S'il existait un doctorat lacanien de l'imaginaire, je pense qu'il faudrait te le décerner, parce que c'est vraiment la voie que tu empruntes, donner forme à ce qui est informe, habiter cette forme jusqu'au bout pour l'épuiser. Je trouve que ça rend parfaitement compte de la voie que tu choisis. Parce que Joyce, c'était complètement différent. Lui, on laisse tomber l'imaginaire, on mise sur les symboliques, la langue, hors langage, mais voilà, on se perd dans autre chose. Beckett, c'est un intermédiaire. Et toi, c'est vraiment cet excès, cette profusion du côté de l'imaginaire qui est tout à fait passionnante. Merci. Pas sans les mots, non. Ah oui. Oui, enfin, juste pour reprendre que Beckett n'est pas un intermédiaire. Je trouve ça un peu dur pour lui. Comment ? Oui. Eh ben non, c'est tout. Il marche ce micro, Bernard ?
c'est éblouissant, là, ce que je viens d'entendre. Ça fait un peu discussion et entretien, je trouve ça très, très intéressant. Effectivement, l'imaginaire, ça ouvre sur l'imaginaire, mais à la fois, ce que je trouve de remarquable dans votre écriture et la manière dont vous dites les choses, c'est la question de la rencontre des mots avec le corps. Il me semble qu'il y a quelque chose là, de cet ordre-là. C'est tout ce que je voulais dire. Et que là, on l'entend dans l'écriture. Comment ça se rencontre? C'est pas à l'imaginaire comme ça qui part dans tous les sens, ou qui est complètement ouvert. C'est dans cette rencontre-là. Et alors la question du corps me semble essentielle dans l'œuvre. Voilà. Et alors, j'habitais leur corps, je m'étais glissée à eux. Si vous pouvez, par rapport au... si vous pouvez en dire quelque chose, ça m'intéresserait. En fait, il y a un an, il y a eu l'exposition Freud à Paris. Et donc, comme j'ai beaucoup d'affection pour cet homme, sans même connaître spécialement son œuvre, mais j'aime bien parce que comment il fume le cigare, j'aime bien comment il se tient, comment il s'habille, j'aime bien cette époque aussi. Et je vais voir, il y a une reproduction petit format de son bureau. Et là, pour le coup, j'ai subi ma première influence freudienne décisive. Il a toutes ces petites statues qu'il y a sur son bureau, puis je me dis, mais il a évidemment raison. C'est-à-dire qu'il a concrétisé ce qui me poursuit. Donc j'ai récupéré toutes mes petites statuettes d'art africain ou autres, ou des petits bonhommes ou des petites marionnettes, et je me suis dit, mais il est évident que mon quotidien, c'est d'être en compagnie de ces petits personnages. Voilà. Et je vais de l'un à l'autre dans des formes nouvelles et autres. Donc je glisse aussi dans le corps de l'inanimé. Et une des œuvres que je préfère, c'est Petrouchka de Stravinsky. Voilà, parce que voilà, ça serait presque une musique idéale d'enterrement, c'est-à-dire qu'on laisserait vraiment les gens avec leur corps aussi, et pas seulement avec le sentiment de la mort. C'est extrêmement vivant. Et alors évidemment, glisser dans le corps des autres, oui, j'en ai pas fait une obsession a priori, en tout cas pas une thématique ou je ne sais quoi. Non, c'est que... Donc là, on est par exemple on est dans deux choses en fait. On est déjà dans dans le rapport qu'on peut avoir avec la littérature, les auteurs qu'on aime bien, mais on les rencontre pas toujours en tout cas, sauf évidemment parfois nos contemporains. Et donc quand on rencontre nos contemporains et que toutes sortes de personnes, comment dire, ça c'est plus délicat, mais en effet j'ai cette sorte d'inclination, de bascule aussi, de pouvoir essayer de percevoir ce qu'ils sont de manière quasi tentaculaire, c'est-à-dire comment ils perçoivent, comment ils touchent, voilà. Et très souvent, il s'agit de lire le corps de l'autre. Et la personne, avant même que la rencontre n'ait commencé, je lis en détail son corps jusqu'à la petite chaussure ébréchée, choses comme ça. Donc, pour moi, c'est comme s'il y avait une foultitude d'indices qui me donnaient le corps de l'écrivain, donc le corps de l'écriture. C'est vraiment des choses de ces glissements-là qui s'opèrent. Et encore cette semaine, j'en ai fait une avec deux auteurs, on va dire, sur des pièces de jeunesse. Il y avait d'un côté Stéphane Joberti et de l'autre Olivier Py. Donc Olivier Py, je connaissais déjà, mais comment ils arrivent, comment ils sont habillés. Mais bien sûr, il met un blouson et tout. C'est des choses qui me traversent très vite. Et je me dis, tout ça doit servir à quelque chose qui fait que justement, au terme de la rencontre, les gens doivent être pleins de ce que j'ai perçu. Alors, je n'ai pas développé une théorie ni même une pratique, je n'accueille pas des gens dans les montagnes pour faire des stages, je ne sais quoi, mais je me suis dit, mais en fait, j'aime beaucoup ça. Alors évidemment, il vient se rajouter là-dessus la photographie, et donc il est fort possible que plein de fois je dévisage les gens sans m'en rendre compte, puisque je me dis que le nez, évidemment, n'est pas là par hasard à cet endroit-là, avec cette forme-là, tout est voilà, et puis que là, s'il y a des plis à cet endroit, ça correspond à une histoire personnelle, machin et autres, mais c'est évidemment passionnant et sans fin. Et donc ça, les rencontres m'ont permis, parce que justement, la personne qui est en face de moi, d'un seul coup, a une production, c'est-à-dire qu'elle a une partie cachée. Il y a le corps qui est là, et elle a produit ailleurs, je ne sais comment, enfin j'en ai le résultat, ça s'appelle des livres, généralement, une autre partie d'elle. Mais je pense qu'il y a toujours quelqu'un d'autre qui se tient devant la personne. En ce moment, je suis entre deux personnes, mais il y a aussi, derrière ces deux Dominique, une autre personne qui se tient.
Et je pense même que, voilà, voilà. Donc j'essaie de m'imprégner de cette autre personne, de deviner la personne derrière la personne qu'il y a, et de m'imprégner de toutes les ombres qu'il y a dans la pièce, pour vous répondre de manière encore plus bizarre. Mais voilà, et ça, si les gens arrivaient à moduler leur corps un peu plus dans l'acceptation de l'autre, ils seraient plus heureux. Et c'est pour ça que l'expérience de la danse, que je traverse même depuis 2-3 ans, en faisant, est essentielle. C'est-à-dire qu'on mesure nos degrés de résistance à l'autre en mesurant nos degrés de résistance à soi, évidemment. Mais par ce truc qui est, voilà, quoi. Il faut apprendre à passer au sol, quoi. Oui, je vais passer la parole à vous tous. Et je voulais donc, à propos de la danse, cette phrase magnifique où vous dites, vous parlez de Beckett, bien sûr, « Il naît et meurt parmi des sursauts, des soubresauts, dans les interstices, des perspectives brèves, une opacité, voilà. » Si justement la danse vous permet, peut-être la photographie, hein, vous permet de faire apparaître ces sursauts, ces soubresauts qui permettent de voir des perspectives brèves, autres. Et en vous entendant parler, j'ai pensé à cette phrase aussi qui m'avait attachée, sur l'humain selon Beckett. Je me disais, bon, il y a un humain selon Marc Blanchet. Alors je vous la livre, je vous la lis. L'humain selon Beckett, ce n'est plus un humain qui évolue et s'évalue dans et devant l'histoire. C'est une bribe d'histoire que les circonstances ont affaiblie, défaite, esquintée, qui connaît pourtant intimement, maladroitement, parmi les lueurs perçues, malgré les blessures et les mots qui manquent, une sorte de beauté commune au genre humain. C'est vous, ça? Bah ça, c'est peut-être ce que éprouvent certaines personnes ici quand ils reçoivent un patient aussi. C'est voilà, c'est quelqu'un qui est peut-être s'est résumé lui-même à une brique d'histoire. Et justement, il est dans ce cercle-là et c'est terrible. Ça, pour la personne la plus victime, parce qu'ensuite, il y a des gens qui sont dans des questionnements, puis il y a toujours l'hystérique de service, des choses comme ça, donc il faut faire avec. Mais il y a c'est Lacan qui disait que, en gros, l'hystérique, c'est la personne qui rend toujours les choses impossibles. Il n'y a pas qu'elle. Hein. Oui, voilà, ok, très belle réponse. Et voilà, donc l'humain selon Beckett, quand j'ai commencé à m'interroger sur ce personnage visible et absent, et je me suis dit, mais je prends d'autres personnages, je dis, mais en fait, bon, il pousse à chaque fois, il restreint l'espace, et il pousse à chaque fois le souffle vital de la personne dans ses dernières limites, et je me dis, il exaspère quelque chose. Le genre humain apparaît comme exaspéré, et je regarde exaspération, ce que ça veut dire, action de raboter. Exaspératio. Je me dis, c'est bon, j'ai la deuxième partie du livre. C'est exactement ça. Il rabote. Voilà, il rabote. Là où Beckett rabote, moi, il est fort possible que je dis justement, on n'a que des choses à déplier de soi. Et qu'on est fait d'infini et que justement, notre malheur, c'est justement de ne plus être dans la perception de ça. Et notre malheur, c'est qu'on n'est pas créatif. Quand les gens ne sont pas créatifs, c'est-à-dire par rapport même au toucher, par rapport aux 5 sens, par rapport à plein de choses, il y a un malheur qui peut opérer. Et ce malheur, en plus, c'est terrible parce qu'il vient là où les sens ne fonctionnent plus, être enfermé dans le cerveau. Donc voilà où la chose peut peut-être se faire. Alors, voilà un peu comment j'ai... Alors l'humain, selon moi, je ne sais pas, parce qu'il ne faut pas poser trop de prétentions non plus sur ce qu'on fait ou sur dont on a conscience. Mais je sais que je viens de terminer un ensemble de prose qui s'appelle, dont j'ai trouvé le titre qui m'a trouvé assez... je l'ai pris à un des poèmes que j'avais fait par ailleurs, qui est « Nous sommes à jamais coincés entre des détails et le cosmos ». Et je pense qu'on en est un peu là. C'est-à-dire même les plus grands de ce monde piquent des crises sur des détails ou parlent d'un genre humain sublime, transcendantal, et voire de Dieu ou je ne sais quoi. Et en fait, on est pris dans cette chose encore toujours en sorte de l'obsession, soit de l'aspiration à quelque chose de tellement vaste qui nous épuise. Et là-dedans, la conscience n'arrive pas à s'installer. Aujourd'hui, la plupart des peuples prisonniers de leurs dictateurs sont des peuples qui n'ont pas encore atteint un certain niveau de conscience. S'ils l'avaient atteint, les types disparaissent automatiquement. On fait exister la réalité d'une certaine manière. Donc, et comme on est à la source, il faut travailler, je pense, en analyse
voilà, de retrouver aussi un peu la source de ce que l'on perçoit. C'est qu'on construit autour de soi. L'artiste a la chance de dire, si je construis la réalité d'une certaine manière, je peux avoir la possibilité de construire des objets qui sont des objets de partage, de la manière dont je l'ai perçu. C'est-à-dire que demain, je peux tout à fait, comme lecteur, glisser dans un grand souffle historico-épique d'un romancier et me dire, tiens, là, il y a une vision du monde qui est très pertinente, comme je peux retrouver des sincérités, des ententes avec des choses beaucoup plus brèves du côté de la prose ou de la poésie éventuellement, ce qui pourrait à la limite témoigner plus d'une intériorité, mais je ne sais pas du tout où l'évaluation de tout ça peut se faire. Voilà ce que je peux répondre, puisque... Tu voulais dire quelque chose, Dominique? Plein de choses, oui. Mais J'ai pas peut-être fini. que je souhaiterais donner un temps aux gens qui sont avec nous, qui partagent ce moment avec nous, pour rebondir, pour participer, pour là-bas. demander. Si je peux la salle, je pourrais faire le micro. Ah oui, si tu veux, ouais, fais comme tu veux. Oui, Ève. Ève Cornet. Non, ça marche, non? Si. Ah bon, d'accord. Donc j'ai fait des fragments aussi à travers ce que vous avez dit en fait. Je vais essayer de... Je pense pas que le micro marche. Ouais, alors je vais parler fort. Ah, ou celui-ci, oui. Oui, on peut se passer celui-ci. Il est moins puissant. Donc j'ai fait un peu des fragments, je vais essayer que ce soit clair à travers ce que vous avez dit. Il y avait l'idée je mettais dans un des fragments l'histoire de montrer que l'on connaît, l'histoire de nos jours, l'abject, et dans l'histoire, enfin, parce que j'ai compris dans l'histoire et pas dans le style, en fait, il y a quelque chose de nos jours, vous disiez, sur le roman, il y a quelque chose de l'abject qui apparaît dans ce qui est raconté et pas forcément dans la forme, je l'ai entendu comme ça. Il y a l'idée aussi de l'interprétation, maintenant, voilà, j'ai écrit ça, parce que ça, machin, il y a quelque chose comme ça d'un discours courant, donc j'entendais un peu ce que vous amenez, enfin, ouais, il y avait ce premier fragment-là. Je séparerai donc effectivement de ce que vous disiez sur habiter cette forme jusqu'à l'épuisement, l'histoire des contours, des formes et du crâne. Et puis, l'autre partie qui est habiter le corps de l'autre, les boyaux, plein de ce que j'ai appris, cacher une personne qui se tient à la source au fond de soi. Et je me disais que peut-être d'ailleurs que cette... alors je divague aussi, sur cette histoire de forme et de... Ça monte plutôt et il y a quelque chose du côté du front. Peut-être que c'est... au moment où vous êtes du côté du front, que vous basculez du côté de habiter le corps de l'autre et tout ça, mais que il y a quelque chose voilà, qui vient rencontrer l'imaginaire à cet endroit-là. Et voilà, j'entendais, mais voilà, c'est tous ces petits fragments, je ne sais pas après comment... Mais voilà, c'est ce qui me venait en vous entendant. C'est une question. Oui, donc, je ne sais pas ce qui va venir maintenant en moi en vous entendant, mais parce que ce que je dis par rapport au roman contemporain, il ne faut pas le généraliser, et puis il y a des nuances à faire, et les nuances c'est très bien, c'est ce qui permet justement de commencer à divaguer, donc ça ouvre des petites portes, et on peut aller par toutes sortes de chemins dans le grand labyrinthe quand même. Ensuite, voilà, quoi, pour répondre là-dessus, c'est des choses, vous avez relevé des choses qui peuvent en effet m'animer. Et j'espère bien que comme auteur, on peut avoir un rapport aussi conflictuel avec les autres, la création autour de soi. Et que le rapport conflictuel, pour moi, ce serait justement que le trouble dans lequel pourrait nous jeter la littérature ne soit souvent aujourd'hui ramené que du côté moral, c'est-à-dire cet abject dont je vous parlais, et qu'il est bien dommage, non pas de ne pas avoir de style abject, parce que je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais que les enjeux en termes d'inventivité, parce que j'aime bien l'idée tout de même de l'invention, sans spécialement de l'inédit, l'inouï, c'est très difficile à atteindre, et c'est peut-être pas toujours, en tout cas ça ne doit pas être, à mon avis, le vœu de l'artiste même. Boulez disait ça, il faut essayer de créer de la musique inouïe, mais non, la musique, très vite, elle a aussi ses codes, ses sensations. Donc, il s'agit, à mon avis,
Il s'agit toujours d'œuvrer finement, non pas de faire la dentelle, mais d'arriver en tout cas à circuler entre des choses parfois très volumineuses, épaisses et intimidantes. Voilà, et quant au rapport à l'autre, je peux aussi me l'expliquer. C'est-à-dire que j'ai eu une enfance où tout de même, je vivais au 3e étage de mon HLM avec une crainte absolue des autres. Donc il a fallu en sortir. Les conditions pour en sortir, c'est de partir pour faire des études. Et l'autre condition qui m'a permis d'en sortir, justement, c'est la photographie. C'est-à-dire que la photographie m'a permis d'aller dans le monde. Aujourd'hui, au début, j'ai eu une photographie un peu humaniste, très cartier-bressonienne. Et puis petit à petit, voilà, des épaisseurs sont apparues, et pour reprendre des sursauts, des soubresauts, pour reprendre un terme beckettien. Et voilà, là-dedans, à nouveau, il ne s'agit pas de retrouver dans le monde un paysage mental, mais finalement, on en est tous là. On n'arrête pas d'avoir une grille de lecture du monde qui correspond aussi à notre paysage mental, puisqu'en effet, on est dans une forme d'interprétation du quotidien, de la perception de tout comme je vous perçois en ce moment. Donc voilà, je pense que être comme ça, glisser dans les autres, puisque c'est la formule que j'ai utilisée qui a été reprise, c'est une condition d'être parmi les autres, comme on dit, d'être au monde, un peu pompeusement parfois. Mais voilà quoi. Donc, aller dans le monde, la photographie m'y a aidé, et il m'a aidé aussi le fait d'aller rencontrer d'autres artistes, c'est-à-dire de considérer l'autre dans sa créativité, dans ses productions littéraires, dans ses obsessions. Ça pourrait être dévastateur, ou ça pourrait être juste une manière de nous gêner, mais en fait non, j'ai suffisamment d'amour-propre et je suis suffisamment souverain dans certains espaces pour diminuer ma prétention dans d'autres et d'être dans la capacité à percevoir, discuter, dialoguer, et puis même m'imprégner de l'autre. J'aime beaucoup cette idée que des autres se déposent en soi. Parce que c'est comme les harmoniques, plus ça résonne ensuite et ça fait des notes plus subtiles. Tu nous promènes toujours sur une crête très, très mince, hein. Demeurer souverain tout en se déprenant de l'autre, des autres, du discours commun, de la culture, de ce qui est attendu. Je peux faire une petite remarque d'un critique de Beckett. Parce que tu n'as pas parlé de fin de partie, tu as très peu parlé de fin de partie dans Souffle, mais la semaine dernière ou la semaine auparavant, sur France Culture, il y a eu toute une série en compagnie d'eux, et c'était à propos du théâtre de Samuel Beckett. Et j'ai entendu Catherine Nogrette parler de fin de partie en disant que c'était sans doute dans cette pièce qu'on trouvait la plus belle définition du théâtre selon Beckett pour ce qui le concerne. Si on dit de Marin qui m'a retrouvé qui a pu me livrer la référence dans l'ouvrage de Catherine Nogrette, ça s'appelle tout simplement Le théâtre de Samuel Beckett. C'est par exemple dans Fin de partie que l'on trouve énoncé par Ham ce qui constitue sans doute l'une des plus belles descriptions métaphoriques de ce qu'est le théâtre. Je cite un extrait de la pièce. Le souffle qu'on retient, et puis, point de suspension, il expire. Puis parler, vite, des mots, comme l'enfant solitaire qui se met en plusieurs, 2, 3, pour être ensemble, et parler ensemble dans la nuit. Fin de citation. On a le sentiment là qu'effectivement, elle a été cherchée dans fin de partie, ce qui constitue le souffle aussi, parce que je parlais de ton souffle dans ton œuvre, que j'ai cru repérer comme ça dans ta manière d'écrire. Et je trouve que Nogrette, effectivement, touche à quelque chose de juste, où on a le sentiment que c'est quelque chose du jeu d'enfant, de l'enfantine. Ces voix portées dans la tête d'un enfant qui imagine un dialogue multiple. Est-ce que ça a à voir avec ton travail sur l'imaginaire ? Bon, vis-à-vis de Beckett, c'est évident qu'il y a une fidélité à ça. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas en effet de faire science, comme je disais avec Joyce, sans résumer Joyce à ça, mais tout de même le dire, et que voilà, il essaie d'avoir cette sorte de fidélité en ayant déblayé un peu les écueils de la littérature, il puisse être dans l'invention d'un personnage texte, d'une certaine manière, dans lequel il peut y avoir une sincérité par rapport aux interrogations. D'ailleurs, ce qui est très beau dans Beckett, et toujours très émouvant, c'est qu'il y a toujours un souvenir qui œuvre. Et le souvenir, souvent un souvenir amoureux, on pense évidemment à Dernier Amour, si je ne me trompe pas du Premier Amour. J'ai tellement lapsus. Et un lapsus, c'est un discours réussi. Oui. Non
Et donc, en fait, voilà, donc dans Premier Amour, il y a ce souvenir indélébile de quelque chose qui a été vécu, mais qui ne s'est pas fait, etc. Dans l'image, il y a aussi ça, voilà. Et ça, ça c'est là où c'est très beau, parce que c'est là où il y a aussi il y a le jeu avec le chromo, ce chromo qu'on va retrouver d'ailleurs dans le film de Beckett, qu'on va voir dans le film et tout, c'est-à-dire cette image un peu toute faite, un peu naïve, avec laquelle il faut aussi composer pour exister, mais qui revient sous la forme de souvenir et complètement constitutif, non seulement de la personne qui raconte, mais même de l'écriture en cours. Donc ça, c'est ce que je peux dire sur Beckett. Je ne sais plus ce que tu voulais éventuellement que je puisse répondre là-dessus, et donc je l'oublie sûrement inconsciemment en cours. Mais voilà, ce qui... Voilà. Ouais. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Oui, est-ce que quelqu'un veut partager Bon, merci beaucoup pour tout ça. Dans tout ce que vous avez dit l'un et l'autre, d'ailleurs, il me reste justement comme déchet cette question de se glisser dans l'autre, qui me paraît être proprement l'impossible absolu. Voilà, alors je ne sais pas comment vous faites, si vous avez la clé. Vous savez, au terme de cette rencontre, je vais surtout reglisser en moi-même. Ça, voilà, je vais replier des choses. Et voilà, donc en fait, il n'y a pas... en tout cas, c'est d'appréhender au maximum, et comme je pense en analyse, on essaie d'appréhender au maximum le peu que dit l'autre. Il est possible d'ailleurs ce qu'il dit ne soit que déchet, justement. Et donc à partir de ce moment-là, de remonter un peu les choses, ou du moins de construire quelque chose. Avec les déchets, Beckett fait une pièce, et pas beaucoup arrivent à faire ça. Mais surtout, il a fait la pièce sans avoir une sorte de goût, en effet, pour reprendre de l'abject, du dégoût. Il n'est absolument pas dégoûté par le genre humain, Beckett, et on sait très bien qu'il s'occupait à la fin de sa vie d'amis grabataires et tout. Voilà, il avait cette âme-là. Voilà, donc l'autre n'est pas un absolu, et l'autre, on ne glisse pas dans l'autre de manière entière, absolue, ou alors on le deviendrait. Mais voilà, certains peut-être, c'est leur souffrance que de vouloir absolument être cet autre, soit existant, soit absolu, qu'ils se sont représentés, quitte à changer de sexe parfois. Et voilà, donc j'en suis pas dans cette histoire-là. Par contre, je connais le grand plaisir du travestissement théâtral, de pouvoir amener un autre corps que celui qu'on s'imaginait pour soi-même aussi. Parce qu'on n'arrête pas d'être avec un corps qu'on s'imagine pour soi-même. On n'arrête pas de s'habiller comme on s'imagine qu'on devrait s'habiller. Alors qu'en fait, il y a des gens, ça aussi, quand je les regarde, je dis, là, quelque chose d'autre que toi s'est déposé sur toi, tu n'es pas. Ou alors, évidemment, on pourrait dire à quelqu'un, tu t'habilles mal, ça c'est clair. Mais dire, voilà, donc il y a des gens dont toute la vie on dira, mais ils ont eu l'empreinte d'autre chose sur leur propre corps, à travers les habits par exemple, ou même à travers une coiffure, des choses comme ça. Et voilà. Voilà, et oui, Dominique me montre un texte que j'ai écrit à la fin, un long texte en boucle que j'ai écrit à la fin de Méditation de Brièveté qui s'appelle « Nous sommes notre propre imitation ». Voilà. Je ne savais pas du tout que voulant écrire d'abord de la poésie et tout, j'arriverais vers toutes ces choses-là. Voilà. Simplement, ces choses-là, elles ont leur... l'intelligence qu'elles ont me demande aussi parfois d'être intelligible pour moi-même, et je ne souhaite pas développer un discours de compréhension de ce que je fais, mais j'ai bien compris que de toute façon, mon écriture était discursive, était donc une grille de lecture que j'essayais d'avoir sur le monde, et je fais en sorte que cette grille de lecture vibre au maximum, qu'elle ne ferme rien, et qu'elle soit toujours dans des possibilités d'ouverture. Et par contre, ce qui est fort possible, c'est qu'on est toujours dans des possibilités d'ouverture, c'est insupportable pour les autres. Voilà. Ce monde est insupportable si on est tout le temps dans ces possibilités d'ouverture. Donc on essaie sans cesse de reconditionner, de refermer. Voilà. Ça, c'est vraiment le drame de l'existence humaine. Donc moi, j'essaie d'ouvrir des objets, et je suis ravi que certains puissent parfois les trouver insupportables, parce que là, en effet, ils me déclinent leur identité immédiatement. Si ensuite, ça peut très bien ne pas être leur histoire, parce qu'on peut dire aussi bêtement, mais plutôt simplement que l'on a des goûts. Mais ensuite, j'aime beaucoup, en tout cas, dire il faut être poisson tout de même un peu. J'aime bien l'idée de la chose insaisissable qui se défait en permanence, et que même dans l'exercice de la lecture, on ne sache pas toujours à quoi s'en tenir, mais surtout qu'on nous invite à avoir une sorte d'appréhension hyper sensible et tactile
du monde, et en même temps que le texte ne soit pas la réponse absolue à ça. Donc Beckett, je pense qu'il a de ça, et c'est pour ça qu'il me plaît, et je trouve ça évidemment chez Kafka, chez Bruno Schulz, chez les auteurs hongrois comme Laszlo Krasznahorkai, voilà, chez Kertész. Souvent ça m'emmène du côté de la Mittel Europa, parce que ces auteurs ont extrêmement composé, sous des formes souvent de pression politique, morale, de fait aussi historique, avec une vraie sincérité de soi et de ce que l'on peut produire comme objet en soi, qui sont toujours des objets de perception du monde. C'est-à-dire que cette intimité-là, cette intériorité-là est complètement reliée, voilà, mais reliée de manière ouverte. Hein. C'est pas la princesse en haut de sa tour dans les contes des frères Grimm où tout est ouvert autour et puis elle tire sur tous les prétendants. Non, justement, j'espère le contraire. Mais des fois, c'est bien aussi de tirer. C'est à vue. Nous avons encore 3 questions. Alors, je vais passer d'abord la parole. Chantal, et moi j'ai une question, peut-être que vous voulez quelque chose aussi. Dans les morceaux de votre corps que j'ai pu saisir, il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est celui de la danse. Comment se glisser dans le corps de l'autre, comment aller dans le corps de l'autre. La danse, pour moi, me paraît être un viatique. Parce que quand on danse, on est surpris par sa propre altérité. On est surpris par sa propre altérité, et puis on est aussi saisi par cette volonté de mimétisme. Le neurobiologiste que je suis parlerait des neurones miroirs. On est saisi par cette obligation inconsciente de se mimer, de se coller au mouvement de l'autre. C'est toutes ces réflexions qu'on peut développer bien au-delà. Mais merci, parce que maintenant je danserai avec beaucoup plus d'intérêt. Et moi je lirai les partitions d'Éric Satie autrement. Oui, les indications autrement. En fait, aussi la danse, c'est un peu le corps de l'autre. Dans la danse, c'est un peu là où notre corps s'arrête aussi parfois. Hein. Il ne s'agit pas d'être obsédé par le glissement dans l'autre. Hein. C'est peut-être plus vous qui êtes obsédé par ça, parfois dans l'assistance. Parce que ça doit vous questionner évidemment par rapport à certaines choses et pour dire plus clairement par rapport à certaines pratiques. Non, ce qui est intéressant dans la danse telle que donc je peux la voir et partiellement un peu la pratiquer, c'est ce grand moment où la personne dit très bien, improvise. Qu'est-ce que j'improvise? Et en fait, à ce moment-là, en effet, c'est-à-dire, soit je me retrouve dans des automatismes du corps qui sont de toute façon nés sûrement de formes d'imitation. Il faut voir comment les gens dansent aujourd'hui, c'est-à-dire n'étant plus reliés les uns aux autres. Simplement, dans le travail chorégraphique, donc moi je ne m'estime absolument pas danseur. Hein. Il y a ce autre terme que j'aime pas trop, mais qui est un peu inévitable, c'est performeur, parce que je ne veux pas être interprète, voilà, c'est pas ça. Donc on performe aujourd'hui. C'est joli en même temps, performer, ça fait penser à percer la forme. Donc voilà. Et là, du coup, il y a autre chose qui apparaît, qui est la composition chorégraphique. C'est-à-dire comment on va faire en sorte que ces intuitions énoncées ou pas, ou ces choses assez claires, puissent ensuite être reliées à un travail de composition. Alors on pourrait dire évidemment d'écriture chorégraphique, de composition est un peu plus américain comme manière de voir les choses. Donc voilà l'expérience de la danse que j'ai, c'est-à-dire qu'après avoir sauté dans tous les coins pendant un nombre incalculable de soirées, quitte à avoir une tendinite le lendemain, j'ai essayé de donner forme à cette chose-là à travers une expérience précise qui naissait d'une demande qui était une soirée avec un poète et une danseuse. Et j'ai dit à la danseuse que je connaissais, on ne va pas refaire ce genre de soirée, il peut y avoir des cas de suicide dans la salle avec le type à sa table, c'est-à-dire violent et sérieux avec lui-même et d'une certaine manière intimidant avec les autres. Donc, pour moi, la poésie, c'est pas donner des leçons. Donc, je lui ai dit, écoute, on est tous les deux sur le plateau. Puis elle m'a dit, on va danser tous les deux. Et puis finalement, si on à danser, elle a enregistré le poème. Bref, ça a été un exercice démocratique. Et donc, de fait, j'ai été invité ou plutôt, j'ai invité mon corps à exister autrement. Je pense que la plupart des gens devraient faire de la danse, dite contemporaine, c'est-à-dire qu'on trouve une vieille tradition d'expression corporelle. Hein, parce qu'évidemment, à cet endroit-là, le crâne, la parole ne suffisent pas. La vie,
c'est ce corps qui demande d'exister au milieu des autres. Voilà, c'est pas seulement un esprit qui demande d'exister au milieu des autres. Donc voilà un peu la danse telle que je peux vous répondre, et en même temps retrouver ce plaisir de la simple agitation, retrouver le grand bain primitif de temps en temps, c'est-à-dire bouger de manière pulsionnelle parmi les autres. Être surpris, c'est ce qui était. Voilà, et en fait, oui, là, mais le travail chorégraphique, un travail de danse, invite à se surprendre avec son propre corps. C'est-à-dire, il y a dans la pensée des ramifications, comme il y a dans notre corps ou dans le corps des autres, dans le rapport des corps les uns avec les autres, des ramifications. Et la danse, c'est aussi de trouver ces ramifications. C'est d'amener le corps à bouger là où il n'y s'y attendait pas, ou aller précisément là où il pourrait s'y attendre, mais la faire vibrer à cet endroit-là. Il ne faut pas oublier que les danseurs de Butoh, ils arrivent au bord du plateau et déjà ils transforment l'espace sans rien faire. Voilà. Donc il y a aussi des choses qui sont de l'ordre de la perception, mais aussi des choses de l'ordre de l'imperceptible. Il y a encore une question de Chantal, mais je voudrais faufiler ma question qui rentre dans cette discussion. Parce que depuis tout à l'heure, je me demandais, mais qu'est-ce que l'inouï? Qu'est-ce que l'inédit, hein? Puisque de toute façon, pour partager, il faut en passer par l'autre, il faut en passer par le regard, il faut en passer surtout par les mots de l'autre. Et si justement, ce que dit Beckett dans ce poème, dans cette pièce de théâtre, c'est justement comment se débrouiller pour, dans ce lien avec l'autre, où on va emprunter les mots et le regard de l'autre, creuser des interstices où le souffle et le cri puissent avoir lieu. Hein? Et c'est ce qui surprend dans un style, c'est ce qui surprend dans le corps quand il danse. Hein? Où la présence du corps, oui, mais la présence du souffle et du cri, quelque part. Je vais passer la parole à Chantal Pellegrin. Et s'il y a d'autres personnes qui veulent vous connaître, on va pouvoir parler de la danse. Je voudrais que vous fassiez un petit pas de côté sur la photographie, parce que il se trouve qu'hier soir, j'ai regardé sur ma tablette, je ne savais pas du tout ce que vous disiez, donc je ne connais pas du tout, mais donc j'ai vu des photos dans un entretien avec Patrick Boucheron, une exposition qui s'appelle Fantôme, qui s'appelait, parce que c'était en 2018, je crois. Et ce que vous dites, là, ça vient tout à fait dans le sens que vous avez parlé de vibrations. Vos photos sont très floues, de ce que j'ai vu. La tablette, c'est vraiment très cadré en même temps, très flou, et chacune est un monde, en fait. Ça nous amène à un imaginaire. Tu parlais d'image. Alors, de quelle image vous parlez dans vos photos? J'aimerais que vous fassiez un peu ce lien entre cet imaginaire qui n'est pas l'image. C'était étonnant parce que vous parlez de Olivier Py, qu'on connaît à Avignon, qui se présente avec une certaine image, et vous cherchez derrière la personne. Et dans vos photos, c'est vrai que c'est très c'est flou, ça nous amène des images qui sont peut-être pas celles qu'on voit en fait. Moi, j'aimerais bien vous parler un peu de ça. Oui, c'est très joli cette formule. De quelle image parlez-vous? Alors régulièrement, j'ai des amis qui, quand ils voient des expositions, ils disent il faut que je m'assoie, j'ai des gros problèmes de vue ces temps-ci. Enfin voilà, ça c'est pas sans ironie, hein, on récolte ce que l'on sème parfois. Et en fait, quand j'ai commencé à faire de la photographie, très, très vite, j'ai retrouvé cette vieille tradition photographique des ombres, des transparences, voilà. Puisqu'après tout, l'on cadre, on donne une lecture du monde. Et donc, on fait un travail de composition. M'intéresse le travail de composition, d'où mon lien aussi avec la peinture. M'intéresse un principe d'équilibre, parfois de géométrie, à l'intérieur d'une image. L'image, pour moi, ne doit pas être dominée par l'effet ou un simple mouvement, ou une sorte de super valorisation du corps humain. Il y a très peu de corps dans ce que je photographie. Il y a peu de portraits, parce que, en fait, je me suis un peu lassé d'aller vers les gens, et j'ai une série de portraits qui s'appelle « Ce n'est pas les connaître », et puis il y a tout de même un ouvrage qui va paraître avec 17 portraits de 17 approches, je dirais plutôt, de la même personne. Et en fait, je me suis aperçu que, évidemment, le rapport que j'avais avec la peinture dans ce travail de composition, de perception, était aussi un rapport que j'avais parfois aussi avec la gravure, donc avec des contrastes beaucoup plus prononcés. Et je pense que c'est pas nouveau, et ça daterait même de mon adolescence, que d'aimer, même quand j'étais jeune, les pochettes de disques un peu tremblantes à la The Cure ou je ne sais quoi, qui montraient qu'il n'y avait pas de réalité établie, quoi. Rien n'est vraiment discernable, extrêmement... même vous, en vous regardant, vous n'avez pas un contour précis, vous êtes dans un ensemble. Les cheveux, en plus, favorisent encore plus cela. Et en général...
Et donc en fait, petit à petit, quelque chose s'est dessiné en effet de beaucoup plus pris dans le trouble, dans le flou, dans la vibration, dans le tremblement et dans le voile. M'intéresse non seulement que si la réalité n'est pas assez voilée, je la voilerai davantage. Alors que d'habitude, il s'agit de dévoiler, voilà. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est justement d'en remettre une couche, d'une certaine manière. Et ensuite, ça peut... Alors, si vous regardez des choses sur Internet, il n'y a pas du tout les travaux récents, mais qu'il s'agisse de paysages comme And Also the Trees, qui est une série de 21 paysages, qu'il s'agisse des images de la nuit, ou quelque chose qui va être sur Berlin et tout. Le Berlin, on ne va pas le retrouver en tant qu'élément identifiable, comme dans un roman, comme il n'y a pas de nom propre dans mes photographies, d'une certaine manière. Et ça va être une perception des choses qui fait que je pense que c'est... peut-être c'est une histoire de choses qui s'ouvrent encore plus, parce que justement, ça vient trembler. Voilà. Et que dans ce tremblement, il y a en même temps quelque chose d'une grille de lecture du monde qui opère à nouveau. Et puis, je pense aussi, j'aime beaucoup l'idée qu'on ait une traversée du monde avec la photographie qui puisse convoquer les thèmes de distorsion, de choses comme ça. On peut très bien percevoir de manière distordue, je pense. Et j'aime dans la musique les grands étirements de Luigi Nono, de Ligeti, pour citer à nouveau les mêmes. Et je pense que ce que je produis dans la photographie peut être de cet ordre-là. Même les portraits que je fais sont frappés de miroirs ou de traversées. De Jacques Bonafé. Voilà, tout à fait. Derrière une vitre. Voilà, derrière une vitre et en même temps à deux doigts d'avoir la tête décollée par la coupe même de l'image et de la structure évidemment qui l'entoure. C'est ça que je poursuis un peu en photographie en fait. Voilà, c'est en fait de l'appréhension aussi. On appréhende la réalité, elle se fait, elle se défait en permanence sous nos yeux. Donc peut-être il y a des photographes qui ne jurent que par la netteté. Voilà. Mais je pense aussi qu'on a aussi beaucoup reçu de netteté pendant des... Voilà. Et donc aujourd'hui, on est toujours... on est sur la frange des choses. Moi, je ne peux rien affirmer, en fait. Donc quand on ne peut rien affirmer, je ne peux rien dessiner précisément, quoi. Donc ça vibre. Voilà. Dominique, tu veux dire un dernier mot pour conclure? D'accord. Pour conclure, comme je suis Marc Blanchet, ben oui, un instant. Et je vais répondre à Geneviève Lacombe sur cette histoire d'habiter le corps de l'autre. C'est le lire l'autre, c'est le lire, c'est au travers du langage, déchiffrer et aller au-delà. C'est pour ça que dans mon livre Méditation et autres brièvetés, j'ai écrit « J'essaie de trouver le passage où un mot déchiré laisserait voir le corps de cet autre. » Et c'est bien une affaire de lecture, comme dans Lacan, quand il dit dans l'étourdi que ce réel qu'on essaie d'approcher, c'est dans le langage, ce qui fait trou dans le langage. Voilà, ce qui fait jour. Merci Marc. Merci. Merci Marc Blanchet, merci Dominique Lara, merci à tous pour votre présence et votre persistance encore.